Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Éric Larchevêque, entrepreneur multirécidiviste. Il est le fondateur de Ledger, la licorne française spécialisée dans la sécurité des cryptoactifs, société valorisée à 1,3 milliard d'euros. Le grand public l'a découvert aussi comme jury dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6, émission dont je ne rate aucun épisode quand elle passe à la télé. J'ai découvert le parcours d'Éric en préparant cet épisode. Il a fondé sa première société à 26 ans et l'a revendue par la suite pour 22 millions d'euros. Au début des années 2000, il a évolué sur le circuit professionnel de poker pendant 2 ans et a accumulé environ 500 millions d'euros de gains. 500 000 euros de gains, pardon. Aujourd'hui, il n'est plus opérationnel dans Ledger et il consacre la plupart de son temps à ses activités d'investissement, à l'école AlgoSup qui forme au métier de l'informatique qu'il a cofondé, ou à la revitalisation de sa région, la Sologne. Il a récemment annoncé rejoindre le Blast Club. Le Blast Club, c'est le club d'investisseurs privés fondé par Anthony Bourbon que j'ai reçu dans ce podcast en octobre dernier dans l'épisode 71 et qui est aussi jury dans l'émission Qui veut être mon associé. Avec Éric, on a échangé sur sa relation à l'argent, sur la façon dont il investit son argent, du contraste qui existe entre le montant de sa fortune personnelle et son lifestyle, mais aussi de ses activités d'investissement. Par exemple, comment choisit-il les deals dans lesquels il investit ? Quelles sont les compétences relatives à l'argent qu'il recherche chez un fondateur de start-up ? Pourquoi rejoint-il le Blast Club maintenant ? Considère-t-il que la conjoncture économique est favorable aux start-up et aux investissements en private equity ? Je n'ai aucun doute que cet épisode va vous enrichir et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Bonjour Éric. Salut Delphine. Je suis très heureuse de te recevoir. Il se trouve que, je viens de te le dire, mais tu me sors de mon congé maternité, puisque tu es le premier invité que je reçois depuis la naissance de mon bébé. Heureuse de reprendre du service avec toi. Ah, super, et félicitations. Merci beaucoup. Première question que j'ai envie de te poser, Éric. Est-ce que tu parles souvent d'argent ? Quel est ton niveau d'aisance avec le sujet ? Alors, j'ai été toujours très à l'aise avec l'argent, que ce soit pour parler de mon salaire quand j'ai commencé à en avoir un, pour parler de chiffre d'affaires, de revenus et aussi de patrimoine. Donc j'ai toujours été vraiment à l'aise sur le sujet et enclin à en parler. C'est-à-dire qu'en général, si on me pose des questions, je peux y répondre. Et les seuls bémols que je mettrais, que je mets aujourd'hui, c'est plus pour des raisons de sécurité que vraiment des raisons de pudeur. Parce que j'ai vraiment aucune raison d'avoir honte de l'argent ou d'être gêné par celui-ci. Ouais. Ok, quand tu dis sécurité, je pense je Aux t'ai entendu dans un cryptoactifs. podcast parler Ouais. de Voilà, tes c'est plus cryptos. par rapport aux cryptoactifs. C'est-à-dire, par exemple, Ok. si Tu veux éviter qu'on te séquestre dans ta maison pour Oui, aller voilà. Alors bon, ça, récupérer. j'ai mis en place des outils pour que ce soit pas possible, ou en tout cas que ça serve à rien. Donc les cryptoactifs sont en dehors de mon contrôle. Mais souvent, quand on me pose la question, t'as combien de bitcoins, je vais pas répondre. C'est pas une question Ok, de pudeur, plus une question de sécurité en réalité. ça tombe bien, je n'avais pas prévu de te poser la Très question. bien, je te remercie. Bon, je me suis plongée pour préparer cette interview dans ton parcours. À la fois, j'ai été surprise et en même temps pas tant que ça, parce que du coup, moi, je t'ai, comme beaucoup de gens, redécouvert ou découvert via l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Et du coup, tu as un vrai côté joueur, tu aimes beaucoup la négociation, etc. Et donc, ça Oui. s'est retrouvé dans ton parcours. On va parler de tes années de joueur de poker. Je suppose qu'on te pose la question à chaque fois. Mais moi, j'ai envie de commencer par cette... alors, déjà, tu vas me dire si c'est la première boîte que tu as montée, mais à 26 ans, tu as monté une boîte qui s'appelait Montorgueil. C'est la Euh, deuxième. c'est la deuxième. C'est la Bon, deuxième et c'était en 98 et j'avais 25 ans.
Ok. La première, La première, ça a c'était en pas été un 96. grand. En fait, j'étais en train de terminer mes études d'ingénieur et pendant mes études, avec un copain de l'école, on a monté France Cybermédia, qui était l'équivalent d'une agence web. On a fait ça Mhm. pendant 2 ans, mais en fait, on s'est rendu compte que le service, c'était bien, mais c'était pas scalable et que si on voulait faire quelque chose qui allait pouvoir générer plus de revenus, il fallait Mhm. passer sur un produit et c'est ce qu'on a fait en créant Montorgueil en 98. Et alors, c'est marrant parce que sur Wikipédia, il y a marqué que c'était plus ou moins un site de dating. Alors, j'ai pas trop. Ouais, ouais, alors J'ai l'impression. Ah, ok. c'est en fait Montorgueil, ça a été créé sur la base de l'affiliation et la monétisation de contenu. Donc c'était un peu une fintech à l'époque, avant l'heure. Ouais. Donc on avait des moyens de paiement, que ce soit par carte de crédit, que ce soit par ligne surtaxée, et on avait mis en place de l'affiliation. Donc on avait du contenu qu'il fallait monétiser, et pour faire connaître ce contenu, le digital marketing de l'époque, c'était de l'affiliation. Il y avait des webmasters qui avaient divers sujets, divers contenus, et ils mettaient des bannières et de la promotion pour nos Hmm. contenus ou des contenus de tiers, et nous on monétisait tout ça et on redistribuait l'argent. Et à cette époque, un des contenus qui marchait le mieux, c'était la rencontre, c'était Hmm. un petit peu l'équivalent du Minitel Rose, qui s'était retranscrit sur Internet de l'époque. Et donc Mais oui, 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 sauf c'est du dating. 98. Ouais. Moi, c'est la préhistoire pour moi. C'est la Ah ouais, préhistoire ouais, de ouais, c'était le l'Internet. début. Mais C'était, oui. c'était vraiment les débuts d'Internet et à l'époque, tout ce qui était dating, rencontre, divertissement au sens large fonctionnait bien. Ouais. Ouais. Et ce que dit aussi la page Wikipédia, c'est que tu as revendu cette boîte 22 millions d'euros. Ouais, exactement. En 22, enfin 27, si on compte après toutes les. En Euh, euros, pas en francs, hein, parce que du coup. En euros, oui, oui, en euros. Et Ouais. on était quatre et on n'avait pas levé de fonds. On n'avait pas suivi cette route à l'époque. Et donc, c'était ma première exit, qui est effectivement une très, très belle exit. Bon, comment ça se passe quand on a 26 ans et qu'on gagne le quart de 22 millions d'euros? Alors, bah, quand j'ai vendu, j'étais un petit peu plus âgé que ça, hein, puisque donc en 2007, date de la vente, Ah, ok. Donc, tu vois, c'était pas précisé. Je pensais que c'était intervenu que 2 3 ans après, mais non, non, on l'a effectivement, fondé en ok. Quasiment une 98, on l'a décennie plus vendu en tard. Ok. 2007. Donc, bah, enfin, pour répondre à ta question, ça fait énormément plaisir et c'est super. Mais en même temps, ça n'a pas complètement changé ma vie ou mon regard sur les choses. Parce que bon bah j'avais la boîte avant fonctionnait, générait des dividendes, donc on avait quand même déjà des revenus qui étaient conséquents avec Montorgueil. Donc quand on l'a vendu, ça a été super, un beau jackpot, mais ça n'a pas été le renversement de situation. Et j'avais déjà une certaine maturité qui a permis d'éviter que je fasse n'importe quoi. Donc ça m'a pas changé en fait. J'étais content évidemment, mais ça n'a pas du tout un impact sur ma vie plus que ça, pas tellement. Tu veux dire que à l'époque, ton niveau de vie finalement avait augmenté assez progressivement? Ouais, 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 j'avais déjà quand même bien gagné ma vie. Je Ouais. faisais déjà des opérations à l'époque quand j'ai vendu. J'étais en Lettonie et je faisais des investissements dans l'immobilier. Je développais mon hôtel. Je faisais quand même des deals d'une certaine taille. Et lorsque j'ai vendu et que j'ai pu donc monétiser, enfin augmenter mon patrimoine de manière significative, ça n'a pas eu un impact violent. C'est pas comme si j'avais gagné au loto que du jour au lendemain je me retrouvais avec une manne d'argent qui me tombait du ciel. Donc, si ça a été évidemment une très bonne nouvelle, une joie et une belle étape dans ma vie, ça, ça, ça n'a pas eu d'impact sur qui je suis ou qui j'étais, quoi. Ici, sur ce podcast, on parle d'argent de manière hyper décomplexée, mais est-ce que tu arrives à avoir ce discours? J'ai gagné 5 millions à 35 36 ans et ça n'a pas changé ma vie, tu vois? En fait, Ouais, je ouais, pourrais ouais, non, presque mais le c'est mettre vrai. en citation, ça ferait peut-être un peu, tu sais, le truc putaclic. Ouais, je vois bien. Euh, Non, parce que, alors, j'ai toujours été très à l'aise avec l'argent et l'argent pour moi, c'est juste un moyen, pas une fin. Et je me suis juste dit, j'ai plus de moyens, je peux faire plus de choses. Mais en aucune manière, ça a impacté ma vie dans le sens où je me suis pas mis du tout à m'acheter enfin, des voitures, des appartements, des montres, des bijoux. Alors j'ai dû me faire plaisir sur des bricoles, bien sûr, mais ça n'a pas. En fait, j'attendais pas de gagner de l'argent. C'était pas un objectif. Pour moi, c'était la conséquence de mon travail, mais c'était qu'une étape. Et je me suis dit bon, maintenant j'ai des capacités d'investissement supérieures. Je vais pouvoir faire plus ce que je veux, ça me donne de la liberté, mais ça s'arrête là. Je me suis pas dit ça y est, youpi, j'ai réussi, super.
Et parce qu'en plus, j'avais la conscience que 5 millions d'euros, enfin même en 2007, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas une somme qui fait que tu peux t'arrêter de travailler, que ça y est, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, ça part vite quand même, hein, et l'inflation arrive vite aussi. Donc, ça n'a pas eu d'impact vraiment sur moi et ma vie et la manière dont je vivais au jour le jour, en tout cas. Tu en as fait quoi du coup? Tu l'as principalement réinvesti? Alors je l'ai réinvesti, ça m'était assez utile pour une chose, c'est qu'à l'époque, j'étais en train de financer un hôtel en Lettonie, le En Dodo Lettonie. Hotel, hein, un hôtel d'une centaine de chambres. C'était un projet quand même relativement conséquent. On était en Quel niveau de gamme sur cet hôtel? Alors c'était un hôtel sans étoiles, c'était pas un hôtel de luxe, c'était plus un hôtel, c'était nouveau à l'époque, le concept d'avoir un hôtel avec, le wifi gratuit, et accessible partout, la télé écran plat, une chambre propre, fonctionnelle, pas chère. Donc c'est une sorte d'hôtel économique, mais avec du design, un OK. peu dans le style, je sais pas, de ce qu'on peut retrouver dans le nord en général, des pays nordiques. Et à l'époque, c'était un petit peu nouveau. Maintenant, c'est plus, c'est bon, il y a plus, c'est plus commun. Mais c'était un projet de plusieurs millions d'euros et on avait négocié avec la banque un emprunt pour pouvoir financer le projet. Au dernier moment, la banque en fait a retiré une partie de l'offre pour essayer de faire tomber OK. le projet et le racheter à la casse, hein. C'était des pratiques mafieuses et j'ai pu Qui rajouter évidemment n'existe plus du tout. Les banques ne font jamais ça. non, jamais ça, bien sûr. Et en fait, j'ai pu mettre 1,5 million sur la table pour sauver le projet. La banque a été très étonnée parce qu'elle pensait pas que j'avais ces capacités en fait d'investissement. Mmh. Et donc voilà, ça pour le coup, ça m'était pas mal utile pour sauver Dodo Hotel et pouvoir continuer de développer le projet sans en perdre le contrôle ou la propriété. Et donc voilà, ça m'a servi à ça. Et évidemment, le reste ça a été investi dans d'autres choses et en fait une grosse partie en Bitcoin, effectivement. Donc mais voilà, tout a été De réinvesti. Je me suis pas. 2007, le Bitcoin, il cote à combien? Ouais, il Tu te n'existe rappelles? pas, donc j'ai plutôt fait, c'est quelques années après, c'est-à-dire qu'après je les ai placés Ouais. dans une assurance vie parce que je n'avais pas d'usage, donc je les ai placés. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir d'autres opportunités et que j'ai vu qu'à un moment ça c'était plus en 2013 hein, que le Ouais. Bitcoin était aux Juste alentours de avant que tu 200 crées, euros. Voilà, juste avant que tu crées Ledger. exactement. Au moment OK. où j'ai créé la maison du Bitcoin, là je me suis dit il y a quelque chose à faire et là j'ai cassé mon assurance vie, oui, pour aller là-bas. Il y a quelque chose qui détonne entre le montant de ta fortune personnelle ou les montants dont on parle ou la valorisation de Ledger. Challenge, t'as mis dans les 240 et quelques fortunes françaises et il a estimé ton patrimoine à 300 millions d'euros à peu près. Le La lifestyle. manière dont je m'habille, c'est ça? Bah aussi, alors si vous regardez cet épisode sur YouTube, donc sur YouTube, sachez qu'il est diffusé avec quelques semaines de retard par rapport au podcast, mais vous verrez donc Eric, t-shirt, sweatshirt, couleurs improbables, je me permets. Ouais, 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 ouais. Mais même, tu vois, dans l'émission d'M6, tu parles souvent de... Enfin, on comprend que tu aimes bien ton terroir, que tu aimes bien la nature, que tu as une scierie, le bois. Mhm. Visiblement, tu as un intérêt pour la couture aussi. Enfin, tu vois, des choses qui sont enfin, qui sont déjà absolument non coûteuses. Alors, le bois, ça se discute. Mais qui sont plutôt assez... le mot me vient pas là, mais... qui démontrent pas un lifestyle très bling-bling, hein, clairement. Non, ouais, tout à Et fait. Je qui suis pas dénote bling un bling, peu. ouais. Est-ce que c'est ça ton luxe? C'est de garder une forme, tu vois, les pieds sur terre, de garder en contact très ancré avec des choses simples? Non, mon luxe, c'est la liberté. De faire ce que je veux, de dire ce que je veux, enfin entre guillemets, parce qu'on n'est plus à une époque où on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la liberté. Pour moi, le luxe et l'argent, enfin, le luxe de l'argent, c'est la liberté. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis pas très bling bling. J'ai pu l'être à une époque. Je me suis acheté quand même des fois deux, trois montres, quelques bijoux, mais je me suis vite La aperçu. voiture. La voiture? Bah, une voiture, oui, évidemment. Donc, Ah oui. ouais, ouais. Non, ouais, ouais, je me suis acheté une voiture, Pardon. mais pas. Enfin,
j'ai une Tesla Model X, donc qui est une belle voiture qui vaut quand même Ok. assez cher, mais c'est pas une Lamborghini Urus ou des bagnoles incroyables, parce que bon, c'est pas mon kiff particulier, même si peut-être qu'un jour j'en achèterai une, hein, j'ai rien contre, mais non, c'est vraiment la liberté et c'est vrai que j'ai pas cet aspect. Je pense de toute façon, c'est souvent ceux qui ont le plus d'argent qui ont rien à prouver et qui et qui le montrent pas et qui s'en fichent. Et je pense que c'est ça le vrai luxe en fait, c'est c'est de pas avoir besoin de s'afficher. J'imagine que tu côtoies des gens qui sont aussi à ces niveaux de fortune. Euh, Oui, quelques-uns, oui, on dit quelques. souvent, on dit souvent effectivement, l'argent c'est ceux qui en ont le plus qui le montrent le moins. Ouais, J'ai probablement. l'impression Ouais, ouais, c'est vrai. que j'ai l'impression que c'est vrai et faux. J'ai l'impression qu'il y a les deux. Il y en a qui en ont beaucoup et qui aiment bien beaucoup le montrer, et puis il y en a qui en ont beaucoup et qui ont vraiment ce. C'est comme s'il y avait deux clubs en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux clubs et les gens se reconnaissent comme étant. On n'a pas on côtoie moins les gens de l'autre club. Tu vois, peut-être que tu irais moins côtoyer des gens qui sont ultra bling bling, qui vont se payer Neymar comme guest star à leurs anniversaires, ou tu vois, des choses comme ça. J'ai l'impression que voilà, c'est pas ton délire, Ouais, quoi. c'est pas mon délire. Alors après, ben, je pense que c'est super. Ils ont raison de se faire plaisir et chacun fait ce qu'il veut. Après, je pense qu'on peut tous à un moment ou à un autre faire ce genre de choses et se faire plaisir, mais c'est sûr que c'est pas mon quotidien et je pense que des personnes qui seraient extrêmement bling bling, peut-être très superficielles ou dans l'obligation en permanence de se sentir obligé de faire ce genre de choses, je pense que ça me fatiguerait assez vite. Je côtoie des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des yachts et qui ont des trucs. Et voilà, ça se passe bien parce qu'en fait, c'est pas toujours, il n'y a pas d'Instagram, il y a pas. On peut avoir des choses et ne pas les montrer parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Ce qui est pénible, c'est le fait de s'afficher, de vouloir s'afficher en permanence et de vouloir se montrer en permanence. Par moments, c'est agréable de se faire plaisir, de montrer et de partager. Et dans le partage, en fait, on montre et on fait des choses. Mais si ça doit être comme ça en permanence, moi, c'est sûr que ça me fatiguerait assez vite parce que j'aime ma forêt, j'aime être tranquille, je suis pas quelqu'un d'ultra social. Je préfère être chez moi, tranquille, à faire mes trucs dans mon coin plutôt que d'être dans la jet set parisienne. Non, ça c'est pas du tout moi, ça, c'est sûr. Du coup, quand on t'a proposé de faire l'émission Qui veut être mon associé, t'as dit oui tout de suite ou justement, tu vois, tu t'es dit Alors, pour vivre heureux, vivons cachés, tu vois, comment tu hmm, l'as Alors en fait, c'est moi, vécu? c'est vraiment moi qui ai mis le pied dans la porte hein, Ok. du casting de Qui veut être mon associé. Quand j'ai vu que M6 via Sony adaptait le format Shark Tank en France, bah, je me suis roulé dessus parce que c'est un hasard qui m'a permis d'être face au casting, parce que moi j'étais pas du tout prévu dedans et je pense qu'ils auraient jamais pensé à moi. Mais quand j'ai vu cette opportunité, je l'ai saisie à bras le corps et j'ai tout fait pour être casté et ça a marché. Pourquoi? Parce que en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien la lumière, j'aime bien en fait être sur scène. C'est quelque chose qui m'a jamais dérangé et qui m'a toujours fait plaisir. Et c'est un exercice sur lequel je suis assez à l'aise. Euh, Là où je suis pas à l'aise, c'est les cocktails, parler. Et c'est deux choses vraiment différentes. Hein. Ça fait pas appel, je pense, à la même, aux mêmes qualités. Euh, et j'avais envie de parler de l'entrepreneuriat. J'avais envie de pouvoir inspirer des entrepreneurs, de pouvoir les aider, de pouvoir partager. C'était exactement quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, c'est pour ça que j'y suis allé, que donc j'ai pas hésité, quoi. Et je sais que le prix à payer, c'est d'avoir une exposition publique, médiatique. Hmm. Mais comme en même temps, je suis dans ma forêt, je veux dire, en fait, je me débranche et j'ai pas à le gérer. Je pense Ouais, que ce que ce tu vas serait, dire, c'est ouais, que tu vas aimer être, par exemple, on stage pour une conférence, tu vas aimer être dans les médias pour qu'on parle de l'entrepreneuriat, de tes boîtes, etc. Mais les invitations mondaines, enfin, voilà, ouais, ça, je c'est les pas décline. le... Non, ça m'intéresse Ok. pas et je suis pas mondain du tout et je dois me faire violence pour parler aux gens. En fait, bon, c'est plus facile maintenant parce que je suis mon personnage et si je suis à une conférence, et après évidemment, tout le monde vient me parler, et je peux parler, il n'y a pas de problème parce que je suis dans un certain cadre. Mais je me rappelle très bien quand j'étais entrepreneur un peu inconnu, que j'étais à Paris, que je devais faire mon réseau.
que donc j'étais un nobody, fallait que je me présente aux gens et que je parle et que j'arrive à les convaincre, etc., et les emmener, je devais vraiment me faire violence parce que Hmm. j'aimais pas ça. Et c'est pas du tout naturel pour moi que d'aller à parler à quelqu'un comme ça, même si on est dans un environnement qui est fait pour. Donc ça, c'est pas du tout moi. Ouais. Est-ce que du coup, c'était aussi un moyen pour toi de te dire, bah, aujourd'hui, les gens vont venir à moi et j'aurais plus besoin de venir vers les gens, y compris sur l'investissement. T'avais déjà un super bon deal flow ou grosso modo, ton deal Ouais, flow ouais, d'investisseur a vraiment monté en qualité quand t'as gagné en exposition? il a évidemment monté en qualité parce que il y a un certain nombre de deals qui me sont arrivés que je n'aurais pas vu auparavant. Avant, j'ai plutôt un deal flow très crypto, Web3, aussi un peu hardware, Hmm. mais j'ai pu voir passer des deals qui soit en fait viennent plus naturellement à moi et donc c'est plus facile de pouvoir passer un temps de qualité avec les fondateurs, etc., parce qu'ils sont prêts à donner le temps et on va être dans une bonne dynamique, euh, soit tout simplement pour voir le deal qui ne serait pas venu jusqu'à moi parce qu'il avait déjà des très belles propositions de fonds d'investissement. Et j'ai aussi des fonds d'investissement qui parfois m'appellent pour me demander de venir sur un deal ou de regarder. Et alors, c'est pas que la télé, hein, c'est aussi Ledger, c'est aussi toute la légitimité Oui, que j'ai pu avoir avec mes entreprises. On n'est pas uniquement dans l'apparat, mais c'est vrai que le vu à la télé donne à quelque chose de magique et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc, c'est certain que c'est un plus et que ça rajoute bien évidemment à l'aura et la légitimité. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière sur le poker. Donc là, on est au début des années 2000. Finalement, on est au plein milieu de ton aventure Montorgueil, en fait. Alors, on est en 2008-2010, donc c'est Ah, donc juste juste après après. la vente et c'est après avoir, enfin c'est pendant que la peinture sèche dans l'hôtel, que je regarde sécher la peinture, que je m'ennuie et que je rentre dans un casino et que par hasard je découvre le poker. Donc c'est à cette époque-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a appris de devenir... Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont besoin d'aller au bout des choses? Ah, complètement. C'est-à-dire que je me suis assis à une table dans un casino par hasard. Je ne connaissais pas les règles du poker. C'était un tournoi. Il se trouve que j'ai remporté le tournoi parce que bah, vraiment le hasard pur, hein, parce que je faisais n'importe quoi. Beaucoup de chance. Et donc ça a piqué ma curiosité et j'ai découvert le jeu et j'ai vraiment découvert un jeu extrêmement passionnant qui fait appel à toute la palette en fait des qualités en fait d'un entrepreneur. Et donc je me suis Hmm. vraiment retrouvé. Et comme j'ai cet esprit un peu monomaniaque, un peu compétiteur, j'ai voulu ouais, être le meilleur. Alors bon, je savais que je ne serais pas le meilleur en poker, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, je voulais vraiment pousser mon jeu jusqu'au bout, au meilleur de ce que je pouvais faire. Et donc, je me suis vraiment mis sérieusement. J'ai joué énormément, lu énormément, beaucoup de théories, travaillé mon jeu. Et petit à petit, je suis monté en gamme et je commençais à faire des plus gros tournois, championnat d'Europe, championnat du monde, j'ai beaucoup voyagé et j'ai eu ma petite carrière de poker qui a fait ça pendant 2 ans et j'ai appris beaucoup. Et il y a beaucoup de leçons du poker qui me servent encore aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est Hmm. certain. Pour ceux que la thématique intéresse, j'avais fait un épisode avec un joueur de poker pro, l'épisode 42. Voilà, si vous avez Avec de qui? mémoire, c'est l'épisode 42. Écoute, oh là là, tu me poses une colle. Ok, c'est pas grave. Oh là là, c'est horrible. Écoute, je mettrai l'épisode dans la description, Ça marche. mais là, Pas de problème. tu me poses une colle. Oui, moi, ce que j'avais découvert en faisant cet épisode, et je t'ai entendu le dire dans une interview aussi, c'est ce- le, la résilience, enfin, c'est pas la résilience, mais c'est le mindset que ça te forge, digne des plus hauts athlètes sportifs. Euh, c'est même encore un petit peu différent, mais en fait, il y a une dimension de mindset, de contrôle de soi, de maîtrise de ses émotions qui est particulièrement importante dans le poker. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a la maîtrise de ses émotions, la gestion de son stress, la capacité d'avoir une forte résistance au stress, la capacité de fonctionner mentalement dans un environnement extrêmement adverse où la pression est sur vous, tous les regards sont sur vous et il faut prendre rapidement des décisions qui soient les plus logiques possibles. Et donc, ça veut dire qu'il faut fonctionner mentalement
alors que en théorie on devrait être en panique totale. C'est aussi la capacité de pouvoir analyser et lire les signaux faibles émis par les adversaires, parce que là on parle du Hmm. poker qui est assis hein, en live, donc on voit comment les autres Tu faisais interagissent. que du live, toi? Je faisais ouais, que du live, même si en ligne, en fait, une main de poker raconte une histoire et donc on est capable de pouvoir découvrir des incohérences, mais les signaux faibles renvoyés par des joueurs à la table sont vraiment importants. Et il m'est arrivé deux fois de prendre des décisions lourdes de sens, en tout cas sur les tables de poker, basées sur les lectures que je pouvais avoir justement de ces signaux faibles. Hmm. Et et ça, c'est important. Et puis, il y a aussi toute la c'est une école de la négociation en quelque sorte, hein, le poker, puisque on raconte une histoire, on pose son argumentaire et puis on le déroule et puis ensuite on doit l'adapter avec ce qu'on voit en face. Et il y a beaucoup de situations d'entrepreneuriat et de décisions que j'ai dû prendre où mentalement je me revoyais à une table de poker pendant que je devais les prendre. Donc, je regrette absolument pas ces presque 2 années de poker. Je pense que j'ai appris beaucoup et ça a été une école de la vie même hein, qui était plutôt intéressante. Ah, pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que je me suis aperçu que en fait, le poker, c'est un jeu terrible où seule la première classe, enfin, où seule la première place compte. C'est un peu comme un match de boxe, hein, il n'y a qu'un seul vainqueur. Sauf que Hmm. là, quand tu es 10 000 ou 300, bah, c'est pas facile de gagner tous les jours le match de boxe. Et même quand tu termines deuxième ou troisième, à la fin, tu es détruit, c'est terrible. En fait, tu as il y a énormément d'émotions négatives hein, parce qu'en fait en poker tu passes ton temps à perdre et ça c'est très très dur à gérer. Donc je pense qu'à un moment mentalement c'était trop dur. Je pense que j'avais peut-être pas la résilience suffisante pour aller au bout de ces choses-là. Et surtout, en fait, la véritable raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'avais besoin de construire quelque chose. Je voulais pas expliquer à mes enfants que je jouais aux cartes. Pour moi, c'est pas un métier. J'avais besoin de construire, j'avais besoin d'avoir un projet, j'avais besoin de trouver un sens à ma vie et je pouvais pas trouver du sens à ma vie en jouant au poker. C'était pas qui j'étais. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Ce qu'on n'a pas dit là, c'est que tu as gagné quoi, 500 000, 600 000 euros à peu près sur. Oui, c'est ça, sur 2 ans, mais j'en ai dépensé autant. Parce Ouais, que le c'est ce train de que vie, la le question que j'allais train, te ouais. poser. Ouais, ouais, ouais. Non, le train de vie du Ok. joueur de poker est quand même assez élevé. Les voyages, les casinos, les fêtes, les strip clubs, c'est dur, c'est très dur. Ah oui, d'accord. Bon, c'était pas là que je voulais t'emmener, on va pas y aller. Donc t'as eu cette vie-là aussi quand même. J'ai Euh, été jeune. Moi, je voulais revenir sur l'aspect monomaniaque dont tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai ce débat-là avec mon compagnon et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Lui, il serait plutôt comme toi, du genre à poncer les sujets. Il se prend de passion pour la fiscalité, il va devoir aller au bout, faire un master en Waouh! fiscalité, limite, etc. Ah ouais, Puis c'est ensuite, chaud. il va... non, mais c'est vrai. Il va faire la même chose pour la finance d'entreprise et il va se mettre à vouloir gérer la finance d'entreprise pour des boîtes qui sont capables de faire plusieurs centaines de millions, alors que il n'a pas forcément, il n'aura pas forcément l'occasion de s'exercer pour lui-même rapidement. Et moi, je suis plutôt du genre à découvrir plein de sujets ou à aimer aborder plein de sujets, mais beaucoup, on va le dire par rapport à lui, beaucoup plus en surface. Euh, L'archétype de l'entrepreneur qui réussit, tu vois, moi j'ai l'impression que on va retrouver un Tony Robbins qui est capable d'aller à fond dans tous les sujets, en français un David Laroche. Ils ont ce trait de vouloir aller au fond des choses et aller au plus loin en se disant je serai dans le top 5 des meilleurs de ma discipline. Est-ce que tu vas retrouver un peu ce trait de caractère chez les entrepreneurs qui réussissent, chez ceux que tu as envie d'accompagner? Est-ce que tu as des gens qui sont t'attends d'eux qu'ils soient aussi en mode je veux aller à fond dans mon sujet, j'ai cette niaque d'être le meilleur dans ma discipline, dans le top 5, dans le top 2, dans le top 3, dans le top 1 ou est-ce que tu trouves que aussi chez des gens peut-être plus comme moi qui se disent bah en fait moi à un moment donné je vais pas aller à fond dans la finance, je veux comprendre un minimum puis je trouverai quelqu'un pour faire le reste du chemin. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a un profil qui te semble plus à même de réussir ou pas? Alors, je pense qu'il n'y a pas de profil type pour un entrepreneur parce qu'il y a des gens très très différents qui entreprennent. Par contre, je pense qu'ils ont tous en commun quelque chose de très important qui est de vouloir vraiment s'engager à fond dans leur projet. Et donc, c'est là où on est monomaniaque. C'est-à-dire que
au-delà des différentes disciplines et de se dire est-ce que je suis à fond dans un truc ou est-ce que je papillonne sur plein de choses, le point commun, c'est cette volonté inébranlable de porter le projet jusqu'au bout et dans l'adversité, en fait, de jamais rien lâcher, quitte à aller jusqu'à la folie, parce que parfois on continue et on va dans le mur et bon, bah, comme on a de la résilience et qu'on veut rien lâcher, on va y aller puis on va s'exploser. Euh, mais c'est ça, c'est pour moi c'est ce que je retrouve en commun chez tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est cette mission interne extrêmement forte qui fait que seule la réussite du projet compte et on va aller brûler tout ce qu'on a sur cette vision-là. C'est-à-dire que on, on va être à 100% entièrement, on va se consumer pour que le projet fonctionne et pour qu'il aboutisse. Pour moi, c'est ça. C'est là où il y a cet aspect monomaniaque dans l'objectif. Après, il y a des gens qui vont être multidisciplinaires. Après, il y a des gens qui vont s'intéresser qu'à une seule chose. Et je pense que là, il y a plein de manières en fait de le faire. Mais par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est que il y a que ça qui compte et tout le reste, c'est de la littérature. Donc, Est-ce que le fait qu'un entrepreneur ait lui-même investi des billes dans sa boîte, c'est genre un critère non négociable pour toi pour entrer dans un projet? Ou ça dépend? bah, ça dépend parce que si l'entrepreneur n'a pas d'argent et qu'il a juste son énergie, c'est pas quelque chose. On va pas lui dire, bah attends, il faut que tu mettes 50 000 euros, tu dois. Donc non, non, ça c'est pas un critère. J'ai jamais demandé à un entrepreneur en fait de se dire, bah attends, t'as pas mis toutes tes économies dedans, t'es pas caution personnelle et t'as pas pris un emprunt, comment ça se fait? T'as pas vendu ta maison? Non, au contraire, je pense que un entrepreneur doit je pense que plus un entrepreneur va être sur le fil du rasoir d'un point de vue financier en étant jusqu'au boutiste, c'est-à-dire en vendant sa maison par exemple et en mettant Hmm, tout l'argent dedans, bah, plus il va quand même avoir mentalement une une charge. pression et une charge qui pourrait à un moment se révéler dévastatrice. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il n'est pas question en fait pour moi de demander à un entrepreneur de mettre tout ce qu'il a. Et Hmm. et il y a beaucoup de boîtes que j'ai financées sur lesquelles les entrepreneurs en fait ont mis voilà un petit peu d'argent au début, mais c'est anecdotique en fait. Et ça c'est vraiment pas un critère que je regarde. Il peut peut-être avoir de l'importance dans certaines configurations bien particulières, mais sinon, pas du tout. Du coup, c'est quoi? C'est aussi tes qualités d'analyse, c'est ce que tu perçois, comme tu disais, dans les signaux faibles qui te fait justement valider l'implication de la personne dans sa mission, dans Ouais, son bah c'est ça. projet. C'est est-ce qu'elle est en fait, est-ce qu'elle est prête à tout sacrifier et pas financièrement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est prête à se brûler en fait les ailes et sa vie sur le projet. On peut pas parler d'équilibre pro-perso par exemple pour un entrepreneur. Ça n'existe pas. Par définition, un entrepreneur, il n'y a que le projet qui compte. Le reste, ça passe après. Euh, et ça, on doit le sentir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment un commitment, il doit y avoir un engagement jusqu'au boutisme qui est patent et qui se voit. Et, et donc, il n'y a pas que ça, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont certes jusqu'au boutiste, mais on va voir qu'en fait, elles n'ont pas les capacités et les qualités d'y arriver. Hmm. Donc, c'est un ensemble de choses, mais qui vont souvent être quand même basées sur ce qu'on va voir du fondateur, de la fondatrice, de l'équipe, parce que ce sont eux, surtout pour un projet qui va être au début, qui vont le porter et le fait de savoir si on va y arriver ou pas va se résumer à la fin sur la capacité des personnes. Peu importe le produit, peu importe le marché, est-ce qu'ils sont capables d'exécuter, est-ce qu'ils sont capables en fait de mettre ce qu'il faut sur la table en matière d'énergie et d'engagement pour passer toutes les énormes difficultés qui vont arriver. Voilà, c'est ça qu'on va mesurer et c'est sur ce type d'analyse qu'en tout cas moi je vais prendre ma décision. C'est pour toi l'entrepreneur genre 9 to 5, tu vois, la personne justement qui bah, en plus, tu vois, je suis une femme, donc clairement, avec récemment un bébé, tu vois, je me dis, mince, ça me retourne l'estomac quand tu me dis l'équilibre vie pro, vie perso n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Ouais, bah, c'est En vrai. tout cas, c'est ta vision. C'est ma vision des choses. C'est très personnel mais bon, moi j'ai réussi à me marier, à avoir des enfants
et les enfants, ils sont là, et ils sont équilibrés. Enfin, je les ai pas jetés sous un bus. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas tout faire à fond, et je pense qu'on peut bien évidemment réussir à se préserver un minimum de choses pour pas faire exploser le cocon familial. Mais à titre d'exemple, quand on était en vacances, quand on était en week-end, bon, certes, j'étais là à m'occuper des choses, mais dans ma tête, j'étais pas là. C'est-à-dire que Hmm. en permanence, j'étais sur la boîte, sur les problématiques, sur le produit. Donc, j'étais là sans être là. Donc, ce qui ne veut pas dire que c'était la terre brûlée et que je faisais n'importe quoi, mais je savais très bien la réalité qui était que je n'étais pas là. Est-ce que pour toi, le niveau justement de charge mentale, d'anxiété, elle est proportionnelle alors, comment je dirais ça, à la valorisation, au revenu, ou tu vois, à l'importance du projet, Non. où on va retrouver la même chose chez un commerçant qui ouvre 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, qui fait pas d'heures, enfin voilà, Ah ouais, ouais, il n'y a c'est... aucune différence. En fait, que tu aies un business qui fait quelques milliers d'euros par mois, sur lequel tu es all-in parce que tu veux vraiment le développer, et c'est ta passion, c'est ta raison de vivre. Entre ça et moi qui ai développé une licorne c'est pareil, je veux dire, il n'y a pas plus, il y a peut-être des enjeux plus importants parce qu'il y a 800 personnes dans la boîte, il y a des investisseurs, enfin, je veux dire, on a un rapport différent avec le type de pression qui peut nous tomber dessus, mais au final, c'est pas plus facile pour le commerçant que pour l'autre, et inversement. Donc, moi, je fais pas de distinction, en tout cas de valeur entre une petite boîte, une grosse boîte. Je pense que c'est autant d'implications, autant d'énergie, autant de sacrifices. Après, c'est juste une question d'échelle, et quelqu'un peut être très bon pour développer une grosse boîte et très mauvais pour développer une petite, et inversement. Donc il y a aussi après des capacités et une adaptation et une manière d'être qui peut fonctionner dans un cas, pas dans l'autre, parce que c'est pas forcément les mêmes qualités qu'on va demander, hein. Les biographies d'entrepreneurs retiennent plus souvent les succès que les échecs. Ouais, T'en as eu des... des échecs? Ouais, importants? Non. Bien sûr que j'ai, enfin, fait beaucoup d'erreurs et plein de petits trucs, mais Oui, là, je parlais de boîtes qu'on plantait, clairement, non, tu m'as bien non, non, compris, non, je non, pense. non, non, j'ai pas, et ça veut pas dire que je suis quelqu'un qui fait pas d'erreurs et qui n'en fera pas. C'est juste que, enfin, il y a un élément important, c'est que, enfin, de ce que je pense, c'est que pour réussir, on n'est pas obligé, pour réussir, on n'est pas obligé de passer par l'échec. C'est la- l'échec n'est pas le précurseur de la réussite. Donc je sais bien que quand tu te plantes, voilà, tu pièdes au fond de la piscine, tu pousses, tu remontes, machin, blablabla. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de l'échec, et je pense qu'il faut surtout pas diaboliser l'échec, et c'est important d'en parler. Mais je pense que, à C'est pas un passage contrario, obligé, quoi. voilà, c'est pas non plus, il faut pas le célébrer. Je pense que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, c'est bien d'avoir le droit à l'erreur, c'est bien d'oser faire des erreurs, parce que c'est important. Mais voilà, l'échec n'est pas du tout obligatoire. Et à défaut d'avoir planté des boîtes, est-ce que tu as connu des... Tu as subi des grosses pertes financières? Tu disais, au final, on est quasiment à somme nulle sur les 2 ans de poker. Mais en fait, c'est pas des pertes, c'est juste que c'est passé dans le train de vie. Je t'ai entendu parler dans un autre podcast d'une faillite bancaire Ouais, à laquelle tu as fait face. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui y sont passés, si j'ai bien compris. ouais, Euh, est-ce que est-ce que tu as connu d'autres épisodes comme ça? ouais. Et est-ce que tu as une forme Tu vois, est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont hyper habitués à gagner de l'argent, perdre de l'argent, gagner de l'argent, perdre de l'argent? Alors complètement. Je, Là, je pense que la première fois que j'ai été face à une perte importante, indépendante de ma volonté, enfin bon, après on est toujours responsable pour en partie, mais c'est effectivement quand une des banques dans lesquelles j'avais de l'argent à titre personnel avait fait faillite, et donc j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, ce qui était, enfin, pas tout ce que j'avais, mais pratiquement, enfin une énorme partie de ce que j'avais. Donc c'était pas juste anecdotique. Bon, À bah, quelle époque ça c'était à quelle c'était, époque? je pense, en 2002. Hmm. Donc,
C'était une banque qui était en Lettonie. C'était des comptes offshore. T'as, pe- J'étais expatrié depuis t'as même pas longtemps, 30 donc ans en plus. comment? T'as pas 30 ans à cette Non, non, époque-là. j'ai pas 30 ans et c'est vraiment en fait toutes mes économies que j'avais mis dans une banque comme ça et donc ouais, j'étais plus résident fiscal français, donc je peux en parler sans problème. Je faisais pas ça pour échapper au fisc, c'est juste que j'essayais de trouver la meilleure banque qui fonctionnait, qui me permettait d'avoir des choses intéressantes d'un point de vue IT. Et puis, bah, il se trouve que donc c'était en Lettonie et ça s'est cassé la figure parce que la banque a eu beaucoup de problèmes de management et de mafia. Et donc, bah oui, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et bah, en réalité, je me suis dit, bon, bah, ok, j'aurais dû faire plus attention. Ah, c'est ballot. Mais ça m'a pas fait plus que ça, quoi. Enfin, je l'ai assez bien pris en réalité. Ça m'a même pas empêché de dormir, je pense, parce que je me suis dit c'est pas grave. euh, Bah, je vais regagner la même chose et même plus. Enfin, j'ai jamais eu le moindre doute de toute façon toute ma vie sur le fait que je gagnerais de l'argent Hmm. et que je m'en sortirais. Donc, et plus tard, ça m'est arrivé bien entendu d'avoir des swings très importants. Alors déjà en crypto, en fait, J'allais t'en parler. à un moment, en fait, c'est des dizaines de millions d'euros qui arrivent et puis qui repartent. Et moi, en fait, je suis resté toujours très, on va dire, très zen par rapport à tout ça. Donc, quand il y avait la folie du bull market, je regardais, je disais, ah oui, quand même, ça fait beaucoup d'argent. Et puis après, quand ça s'écroulait, je disais, ah bon, bah là, quand même, ça fait beaucoup d'argent de perdu. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et donc, je regarde ça de façon très zen. Je fais des investissements dans des boîtes. Il y a des boîtes qui sont cassées la figure, hein. Quand on fait des investissements, c'est le jeu. Et ça m'est arrivé de me prendre des bouillons hein, sur je croyais un truc, on a tout fait, puis la boîte, elle va au tapis. Donc, qui veut être mon associé, il y a déjà des boîtes qui sont allées au tapis, et donc ça fait Hmm. des centaines de milliers d'euros de pertes, hein, et ça, c'est des pertes sèches. Bon, bah, voilà, on passe à autre chose. En fait, je pense que la clé, c'est la capacité d'oubli. C'est-à-dire que moi, j'ai une énorme chance, c'est que j'oublie assez vite. Il se passe un truc, une merde, n'importe laquelle. Bon, je la corrige ou je fais ce que je peux, ou j'en prends en fait les enseignements et ensuite je l'oublie Et next. Hmm. et je passe à autre chose. Et donc, c'est pas du tout quelque chose qui vient me hanter. Donc, j'ai pris des décisions, des mauvaises décisions financières. Donc en fait, j'ai beaucoup de manques à gagner. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de décisions qui m'ont coûté des dizaines de millions, non pas de En pertes, opportunité. mais en opportunités. Et pour autant, voilà, je me dis bon bah ma faute. Tant pis et je passe à autre chose parce que sinon je pense que je deviendrais fou en fait. Donc il faut pas s'attacher à ces choses-là et alors évidemment c'est facile à dire quand on a de l'argent, hein. Mais ouais, j'ai toujours été très, très zen et très résilient par rapport à tout ça. Sur tes bitcoins, t'as fait des arbitrages à un moment donné ou globalement tu mets régulièrement et puis après tu Alors, regardes pas ce il qui m'est se arrivé de passe? faire des arbitrages et les seules fois en fait où en fait, la leçon, c'est jamais y toucher, quoi. Voilà. Je veux dire, la conclusion, c'est n'y touchez pas Parce euh, qu'avec le recul, tu les as pas fait au bon moment? mais ouais, on peut pas en fait, on peut pas gagner. Je veux dire, enfin, trader, c'est un métier. Peut-être qu'il y en a qui voient les machins, qui font ça au bon endroit, au bon moment. Je pense qu'à chaque fois que j'ai essayé d'être plus malin que le marché, j'ai perdu. Tu vois, j'ai perdu en Bitcoin. C'est-à-dire que peut-être qu'en euros à un moment ça allait, mais en fait en Bitcoin ça allait plus. Et moi, la seule, je dirais la seule manière d'analyser mon patrimoine, c'est en Bitcoin. Donc moi je considère mon patrimoine en Bitcoin et pas en euros. Et dès qu'il baisse en Bitcoin, bon, c'est là où je me dis j'ai pris des mauvaises décisions. Et donc, clairement, ma règle d'or, c'est je ne touche pas à mes bitcoins, je n'y touche pas, j'essaye pas d'être plus malin que le marché. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Et pourtant, je comprends un peu ce qui se passe. Donc, si je peux donner un conseil à tous ceux qui se disent, tiens, super, je vais faire de la crypto, faire du trading et tout, surtout pas. Investissez en crypto selon vos moyens, sans prendre trop de risques, parce que c'est quand même très volatile. Mais la meilleure approche, c'est d'acheter régulièrement et puis de les oublier, quoi. Surtout les oublier. C'est ça. Le secret de la réussite en crypto, c'est d'oublier qu'on en Mais a. alors j'ai une question un peu naïve, mais du coup à quoi ça sert d'en avoir si on est censé oublier qu'on en a? Ah, parce qu'un jour, en fait, moi, ça m'est arrivé de revendre des bitcoins, c'est-à-dire que je les achète pas dans le but de mourir avec.
Donc, il y a des moments où il y a des arbitrages qui sont nécessaires. Un exemple, en 2016, j'ai dû racheter en fait des actions Ledger à nos investisseurs parce qu'on a voulu le Hmm. sortir. Moi, j'ai vendu, il m'a fallu plus des millions, donc j'ai vendu des bitcoins. Parce que là, je me disais, il faut que je le fasse pour tout un tas de raisons, à la fois financières, de contrôle de machin, etc. Et donc, j'ai fait un arbitrage et là, j'ai utilisé mes bitcoins, c'est-à-dire que je les ai réintroduits dans l'économie réelle active avec en achat d'actions de Ledger. Et là, aujourd'hui, je possède des bitcoins, j'y touche pas. Mais si demain, j'ai une opportunité qui me semble intéressante, je me dis, bah tiens, une nouvelle boîte, un investissement sur une technologie majeure, enfin quelque chose sur lequel je me dis, il faut y Hmm. aller, bah, j'hésiterai pas à vendre des bitcoins. Euh, Clairement. Donc, du coup, c'est le besoin en liquidité en euros qui te fait arbitrer tes bitcoins Oui, sans nécessairement que ce soit la bonne période en fait. exactement. Alors voilà, ça tombe. Des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal et c'est plus dur. Mais si à un moment j'ai D'où le besoin. fait que tu le fasses en DCA, que tu en mettes régulièrement en te disant bah je Voilà, limite c'est mon ça en risque fait. On essaie de de limiter la type là. volatilité de cette façon-là. Mais oui, c'est vraiment les opportunités de marché ou d'investissement ou d'arbitrage qui vont déterminer la date à laquelle je vais vendre des Mm. cryptos. Et pas du tout de me dire, ah, là, je calling the top, je sais que je suis tout en haut, là, je vends tout. Non, parce que je sais que je vais me planter. Personne ne peut savoir sur un marché aussi chaotique que le Bitcoin. Enfin, il y en a peut-être qui le savent, mais c'est pas moi en tout cas. La plupart de tes liquidités personnelles sont investies en cryptoactifs. Ah oui, ouais, ouais, complètement. Ok. Donc je suis obligé d'avoir des Et euros parce que ça marche comme ça, les banques, les trucs, et donc j'ai aussi des euros. Hein. Je suis pas un maxi en mode j'ai que du Bitcoin et rien d'autre. Mais t'investis pas en bitcoin dans les sociétés dans non, non, lesquelles non, non, bien t'investis. sûr. Donc j'ai de l'euro, c'est utilitaire pour moi. Mais oui, mes avoirs, enfin mon patrimoine, à part évidemment mon patrimoine professionnel qui est en action Ouais. Ledger, voilà, c'est des actions Ledger, est en Bitcoin. D'ailleurs, j'avais une question à propos de ça. Est-ce que tu as déjà cash out à un moment donné de l'histoire de Ledger Oui, bien ou t'as pas sûr. encore eu le... Ok, Oui, bien sûr. Lorsqu'on a fait la levée de fonds de 300, 400 500... millions en Hmm. 2022, enfin 22, il y a eu une partie en secondaire, donc il y a eu une partie de cash out. Et Donc t'avais combien de parts à ce moment-là? je devais avoir 20% de la boîte. Et maintenant, je dois en avoir 16. Enfin, donc j'ai dû vendre. Ok. Ouais, enfin, je sais pas, il faudrait que je regarde les chiffres, mais j'ai vendu au total, je pense, pour 20 millions d'euros net. Enfin, non, avec les impôts, ça fait moins, mais il y a une partie que j'ai mis sur une ligne, une partie sur une fonds de dotation, mais oui, j'ai fait un beau cash out. Et en France, quand tu fais un cash out comme ça, le fait de le réinvestir normalement dans l'économie te soulage pas mal de la fiscalité. Alors oui, ça c'est ce qui est fait sur la holding. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le Ok, réemploi. Mais ouais, après, j'ai pas tout mis sur la holding pour le réemploi parce que ok, j'ai un domaine en Sologne sur lequel je fais des travaux, j'ai enfin des projets ensuite personnels ouais. euh, et, euh, et aussi ce que j'ai mis sur le fonds de dotation ou d'autres choses sur lesquelles qui n'étaient pas forcément liées en fait uniquement à un patrimoine professionnel. Donc j'ai payé pas mal d'impôts, mais bon, c'est le jeu. Donc, donc ton patrimoine est principalement investi en crypto. Tu as des lignes d'investissement en private equity. Ouais. On va largement en reparler. Donc, je laisse ça un petit peu de côté pour l'instant. À quoi ressemble le reste de tes investissements, le reste de ton patrimoine? Tu as des choses plus classiques, tu as de l'immobilier. Non, non, j'ai rien. J'ai enfin, une maison principale qui est le domaine en Sologne Ouais. et bah, c'est tout. J'ai pas de, ça m'intéresse absolument pas. Tout ce qui est placement, enfin je m'en fous, mais ça m'emmerde à un point. Moi, tu me mets avec un CGP, je meurs quoi. Donc ça m'intéresse pas, pas du tout. Je, Est-ce que tu gères ton argent tout seul ou est-ce que Non, je tu es gère moi-même. accompagné? Non, non, je gère tout moi-même. Alors évidemment, j'ai une banque privée qui m'aide à structurer des trucs si j'ai besoin, mais je prends toutes mes décisions moi-même et pour moi, en fait, il y a que deux possibilités, enfin, il y a que deux investissements qui existent. C'est soit
la crypto-actif, qui est Ouais. pour moi plus une manière de stocker l'argent pour le futur. Bon, mais on peut dire que c'est un investissement donc. Et puis ensuite, Le cryptoactif est pour toi ce que l'assurance vie est pour le commun des mortels. probablement, voilà. Et puis Ok. l'autre partie, c'est investir dans l'économie, dans les boîtes. Donc, dans les startups, tout ça, quoi. Enfin, et le reste, non. Eh, sur le private equity, tu as commencé après. Alors, tu as d'abord été entrepreneur et ensuite tu es devenu investisseur. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas fait de cash out, est-ce que, euh, est-ce que tu trouves que le private equity, enfin, à quel moment le private equity peut logiquement intervenir dans une stratégie d'investissement tu vois, est-ce qu'on commence par le private equity quand on commence à investir? J'irais presque te dire avant d'avoir une assurance vie. Non, C'est quoi ta non, vision là-dessus? non. En fait, le private equity ou investir dans des startups, dans des sociétés non cotées, c'est une stratégie de diversification, mais ça ne peut pas être la première chose que l'on fait. Si dans votre vie, vous avez réussi à mettre de côté 10 000 euros, vous n'allez pas mettre 10 000 balles dans diverses startups, même avec le Blast Club. Il y a des choses quand même plus, ou alors vous êtes en risque total parce que ce sont quand même des actifs qui sont risqués, il y a une risque de perte en capital, les liquidités sont pas garanties, enfin bref, c'est quand même, il peut y avoir des gros retours, mais il peut y avoir surtout des pertes, hein, donc je pense que c'est important de le comprendre. Et donc ma recommandation, ce serait en fait si quelqu'un a une certaine somme, d'abord, c'est de les placer sur des choses. Les taux d'intérêt sont assez élevés en même temps en ce moment. Donc, ouais, une assurance vie, quelque chose comme ça, sur des placements plutôt bien sécurisés dans un premier temps. Et puis ensuite, on peut commencer à mettre peut-être 5-10% dans de la crypto, 5-10% dans du private equity. Voilà, moi j'aurais une approche super. Moi, j'ai toujours une approche assez conservatrice de mon argent. Alors bon, ça paraît idiot si je dis que je mets tout en crypto, mais pour moi, Toi, une approche conservatrice de ouais. ton argent. C'est marrant parce que je t'entendais dire dans un autre podcast au contraire que tu avais quand même une forte appétence au risque, Oui, alors ce qui est j'ai une pas. très très forte appétence au risque, sauf pour mon argent. C'est-à-dire que je suis prêt à prendre le maximum de risques en investissement, dans l'entrepreneuriat. Bon. Par contre, Hmm. en fait, placer mon argent dans des actions ou en assurance vie sur des machins, à chaque fois que j'ai fait ça, je perds du pognon et je supporte pas. Je supporte pas. C'est pour moi perdre l'argent que j'ai réussi à gagner grâce en fait à mon effort entrepreneurial sur lequel je suis à risque à mort. Pour prendre un exemple, quand j'ai vendu, voilà, j'ai fait le cash out ledger. Bon, bah, il a fallu que je mette ça en assurance vie à un moment. J'ai pas tout mis en crypto. J'avais pas tout mettre en crypto à l'instant T. En plus, le marché était Non. super haut à ce moment-là. Ouais. Bon, bah, donc j'ai fait des placements classiques. Résultat, c'est la merde totale. Et ça, c'est insupportable. Ça, je vis mal. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Et donc, je veux pas faire ça. Et il fallait que je le fasse à un moment parce que, voilà, il y a des trucs. Obligé de faire un peu pour baquer des crédits, des choses, donc de revenir dans la partie la plus classique, mais ça c'est horrible en fait de placer son argent et puis de perdre 5% parce que les marchés sont écroulés. Et ça, c'est des trucs vraiment qui m'énervent. Ça, je supporte pas. Du coup, question plus personnelle, mais est-ce que tu as une sensibilité à la dépense des Est-ce que, pareil, tu peux facilement investir des sommes à 5, 6 chiffres, et alors, par contre, je sais pas, pour des choses personnelles, ou par exemple, bah, tu te dirais, non mais je vais jamais acheter une voiture neuve, ou c'est complètement ridicule. Tu vois, des trucs sur lesquels, en fait, parce que c'est justement de l'argent perso, Ouais, je tu vois ce vas que tu avoir veux un dire. regard qui est totalement différent. Non, non, si je veux quelque chose, je me l'achète. Ok. Le seul truc, c'est que je veux rien en fait. Non, mais c'est vrai. Bah, si j'avais envie de me payer des très belles vacances quand on a vendu une partie de Ledger, bah voilà, on s'est payé des très belles vacances, c'était superbe, ça coûtait très cher, donc on s'est fait plaisir, mais je l'ai, voilà, maintenant je me dis c'est bon, je vais pas le refaire chaque année. Enfin, faut garder en fait les choses. Je voyage jamais en jet privé, par exemple. Je pourrais voyager en jet Quoi? privé, mais je le fais pas parce que je dis pas que je le ferai jamais parce que peut-être qu'à un moment on a besoin. Enfin, il y a des véritables raisons pour le faire qui ont du sens, mais euh, je, je- mais je pense que en fait j'ai pas envie
je pense que il y a des choses magnifiques dans la vie, des expériences incroyables qu'on peut vivre, comme des très belles vacances, ou voyager en première classe et se faire plaisir. Et ça, je pense, ça doit rester des moments exceptionnels. Donc, je dirais que je me les paye pas, non pas parce que je veux rester près de mes sous et me dire ah non non, mais parce que je veux conserver en fait la valeur de ces expériences Ouais. et donc de les faire. Tu veux continuer à t'émerveiller Voilà, quand t'es en exactement. première et Parce tu veux pas que que, ça devienne. exactement, parce que en fait, on s'adapte à un niveau d'exigence et de luxe Hmm, extrêmement facilement. Par contre, facilement, ouais. redescendre, c'est juste Ouais. impossible. Donc, la seule chose sur laquelle je transige pas, c'est en train, je voyage en première. Voilà. Ça, parce que je veux bosser, je vais être tranquille. Ça, ok. Ça, voilà. J'en suis à ce point-là. Voilà, je dirais d'exigence. Bah, Mais quand on voit que des fois le tarif de la première il est à 5 euros de plus cher que le ouais, tarif de, mais de voilà, ça, l'éco. Grand luxe, Eric. non, mais voilà, ça, ok, voilà. Mais sinon, je sais pas si demain, je me dis absolument que, enfin, si demain le Cybertruck Tesla sort, je l'achète. Je me pose pas la question parce que j'ai envie de l'avoir. Mais voilà, par contre, j'ai pas envie d'acheter un bateau, un avion, un truc. J'ai Ouais. pas envie d'acheter des villas dans le sud. Je m'en fous. J'aime bien les Lego, donc voilà. Pour ceux qui regardent, qui voient les images, j'aime bien faire des Lego. Bah donc ouais, quand il y a une nouveauté en Lego, je me l'achète, je me fais plaisir. Mais voilà quoi. Mais ça reste quand même euh, assez limité quoi. Alors tu vois, me concernant, c'est marrant parce que comme quoi le cerveau fonctionne. Dès que l'argent sort de ma boîte, beaucoup plus de facilité. Quand je paye un hôtel, par exemple, pour des déplacements pro avec ma boîte, et quand je le paye en perso, j'ai pas la même sensibilité au prix. C'est drôle parce que en fait, ma boîte, c'est que moi, et pourtant, mon cerveau fonctionne différemment. Donc Ah c'est pour bah ça que je te posais ouais, cette non, mais question. alors l'argent de la boîte, je la dépense pas. C'est-à-dire que si par exemple je Ah, devais toi, voyager. c'est différent aussi, parce que tes boîtes, il y a des associés, il y a des salariés, enfin, Ouais, il y a mais une même, je responsabilité. pense que même j'ai déjà eu des boîtes où des choses, enfin que de toute façon, l'argent de la boîte, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. Et donc, enfin, si je devais, ouais, prendre un hôtel payé par la boîte, je prendrais un Ibis. Et si j'y vais moi et je paye perso, à la limite, préfère payer perso et me prendre un bel Moi, hôtel. c'est l'inverse. Mais non, non, mais je peux pas mettre sur la boîte des trucs. Moi, psychologiquement, en fait, l'argent de la boîte, c'est pas le mien. Et Hmm. je dis pas que j'ai jamais des moments, voilà, il y a des dîners, des trucs, bon, on fait plaisir, mais et c'est un peu, ça fait partie aussi, c'est dans le cadre de l'entreprise, mais non, j'ai toujours vécu assez chichement, ou essayer de faire attention en fait avec l'argent de la boîte, parce que c'est un argent sacré, quoi, plus que le mien. À quel moment tu as commencé à vraiment investir dans des boîtes? Mon premier investissement, je l'ai fait en 2010, Ouais. et puis j'ai commencé à accéléré, je pense en 2013, 2014, enfin voilà, à faire quand même en faire régulièrement. Et T'as à puis peu près combien de lignes d'investissement et tu sais à peu près le montant total que ça représente? ça représente plus de 10 millions, je pense, d'euros Ouais. et plus de 50 lignes. Euh, donc ouais, à peu près quoi. Enfin, c'est de cet ordre-là quoi. Et donc, là, ton actualité la plus récente, c'est que tu rejoins, tu as annoncé que tu rejoignais le Blast Club. Ouais, Alors, le Blast Club, certains de mes auditeurs vont connaître, d'autres non. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais je fais une petite note au passage parce que j'ai reçu Anthony Bourbon en octobre l'année dernière, au d'accord. moment où il lançait le Blast Club justement. Donc c'est l'épisode 71, voilà, si vous avez envie de le réécouter, l'épisode avec Anthony Bourbon, puisque c'est lui qui a fondé le Blast Club, un club d'investissement. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que c'est? Et surtout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu le rejoins, Ouais, puisque tu avais déjà un deal flow avant. ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse Du coup, tu vas faire uniquement tes investissements via le Blast Club ou pas? Voilà, toutes ces questions un peu en vrac. Ok. Alors, bah, le Blast Club, c'est comme tu l'as dit, c'est un club d'investissement privé qui est accessible en fait à des membres qui doivent payer un droit d'entrée pour pouvoir voir
un deal flow qu'ils vont pouvoir en fait choisir, et pouvoir ensuite regarder ce deal flow et choisir les investissements qu'ils veulent faire. En Mm. général, quand on rentre dans un fonds d'investissement en tant que LP, limited partner, on met une somme et puis ensuite c'est le fonds d'investissement qui investit et Qui puis choisit. voilà, on n'a pas de décision, puis à la fin, voilà, il se passe ce qui se passe. Là, en fait, il y a un deal flow, les deals sont présentés, sont sélectionnés par Anthony Bourbon et puis bientôt Et par son moi, équipe. et chaque membre du club en fait décide d'allouer une partie de son capital dans tel ou tel deal, donc ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Et l'objectif de ce club est vraiment de démocratiser l'accès pour les particuliers ou les investisseurs, les divers investisseurs en fait non professionnels aux sociétés non cotées, c'est-à-dire aux startups. Avant, pour investir dans une startup, il fallait soit être bien connecté, soit en fait se contenter d'un deal flow plutôt médiocre, parce que les meilleurs deals, en général, ils arrivent sur les fonds d'investissement premium, etc. Ils dépassent pas le périphérique parisien, hein, pour prendre une Mm. expression un peu osée. Et ce qu'a apporté Anthony avec le Blast Club, c'est vraiment la capacité d'apporter son deal flow et d'aller chercher des deals justement vraiment premium et de les proposer aux membres, parce que à la fin le Blast Club ne fonctionne et ne fonctionnera que s'il y a des deals de qualité. Alors évidemment, ça ne veut pas Ouais. dire que tous les deals vont marcher parce qu'il y a du risque et on ne sait jamais ce qui peut se passer et il n'y a absolument aucune garantie. Je pense que c'est toujours important de rappeler que l'investissement dans des startups est risqué et qu'il peut y avoir des pertes de capital. Par contre, Sèche. voilà, sèche, non mais bien sûr. Mm. Et par contre, ce sont des deals, c'est vraiment des super deals de grande qualité qui ont, voilà, donc théoriquement plus de chances d'avoir des retours. Et quand une boîte fonctionne, elle peut faire des multiples absolument incroyables, hein. Ça peut être Ouais. x30, x50. Donc là, on est vraiment sur gros risque, gros retour. Et ça permet à ces investisseurs particuliers qui s'intéressent à l'univers des startups de ne plus être limités au club de business angel de la région qui voit passer des deals un peu fatigués, quoi. C'est voilà, et c'est ça ce que ça change. Et moi, donc, ce qui m'intéresse dans le Blast Club, c'est le concept un petit peu et l'idée qu'a eu d'Anthony de vraiment dépoussiérer l'investissement et de permettre à tout le monde de pouvoir y participer Mm. de façon active et sur un deal flow de qualité. De Parce que bon, qualité. les clubs deals, ça existe, hein, il y en a plein, et donc Oui, oui, c'est pas oui. une invention d'Anthony. Son approche, c'est vraiment d'apporter du deal flow de qualité. Et moi, mon objectif en tant qu'investisseur, c'est de pouvoir apporter ce deal flow que j'avais déjà. Donc, je ne vais pas dans le Blast Club pour récupérer un deal flow. J'apporte un deal flow qui est plutôt teinté Web3, hardware, industriel, intelligence artificielle, qui sont des domaines sur lesquels, qui traditionnellement ont du mal à se faire financer par des fonds d'investissement classiques, surtout pour le hardware, parce Par que il y manque a d'expertise ou... parce que voilà, il y a un manque d'expertise, il y a un manque d'intérêt pour ce secteur. Et c'est donc pour moi l'opportunité de pouvoir prendre ces super deals et de pouvoir les financer, les présenter à des gens qui, eux, ont la capacité de comprendre, de s'intéresser et donc de Mm. pouvoir faire des effets de levier importants, puisque le Blast Club a une capacité d'investissement assez importante. Et donc, on va pouvoir financer des deals hardware à hauteur de 2 millions, de 3 millions d'euros s'il le faut, donc vraiment de faire des gros deals. Et c'est une véritable opportunité de donner à ces startups qui ont des très forts potentiels à la capacité de pouvoir se financer. Et c'est ça ce que je vais apporter au Blast Club. Donc pour les membres du club, c'est la capacité de voir une diversification, puisque les deals que j'apporte sont très complémentaires par rapport à ceux d'Anthony. Et moi, je suis très content de pouvoir donner la chance à des super entrepreneurs de pouvoir se financer. Enfin, il y a des exemples très concrets de boîtes qui ont des technologies absolument incroyables avec des founding teams seniors hyper top en hardware, Mm. électronique, etc., qui n'arrivent pas à lever des gros tours d'amorçage parce qu'il y a toujours cette défiance de dire attendez, mais c'est compliqué le hardware, etc. Alors que bon, le deal est top et Et par c'est des contre, boîtes qui ont des besoins c'est des besoins ouais, qu'on en de plusieurs capital plus millions. Voilà, importantes on peut pas commencer avec que des... 500 000. Mm. On est obligé direct d'y aller avec 3 millions, 4 millions. Ouais. Et voilà, c'est toujours compliqué. On l'a vécu avec Ledger, je sais ce que c'est. Et donc là, c'est vraiment une super opportunité de pouvoir faire rencontrer les investisseurs
qui veulent participer à l'économie des startups, le hardware, enfin qui y croient parce qu'ils vont pouvoir choisir ces startups. Hein, c'est pas moi qui vais décider pour eux, c'est eux. Mm. Et ces startups qui ont des super technologies que je vais pouvoir présenter, qui vont pouvoir se faire financer. Donc, je trouve que c'est un accélérateur très intéressant pour ces boîtes-là. En gros, quand on veut investir en private equity, en tant qu'individuel en particulier, comme tu disais, l'idée c'est de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et moi, quand j'étais très investie dans les startups, je me rappelle qu'on disait, grosso modo, sur 10 deals que tu vas faire ou 10 investissements que tu vas faire, il y en a 5 ou 6 qui vont mourir. Il y en a 2 ou 3 où tu vas te rembourser un petit peu mieux, un peu plus, tu vas faire x2 éventuellement. Et puis après, il y en a 1 ou 2 qui vont exploser et qui vont faire x10 ou plus. C'est Ça, à peu c'est près... non, ça, c'est hyper optimiste, je trouve. La- Ah Non, non, Bon, bah tu vois. non, C'est quoi le... non, la réalité, elle est plus terrible. Alors après, évidemment, tout dépend du deal flow, de ce que tu choisis, etc. Donc, c'est pas, ça dépend aussi de ta capacité à pouvoir choisir les deals. Ouais, Mais la vérité, c'est que tu as 8 boîtes sur 10 qui vont aller au tapis, une tu vas te rembourser, et puis une, tu auras peut-être un multiple. ok. Donc c'est quand même, non, c'est dur. Hein. Et c'est pour ça que quand tu fais de l'investissement en startup, tu es obligé d'en avoir plusieurs. Ça c'est sûr. Tu vois, tu peux pas juste en avoir qu'une parce que malgré toute la conviction que tu peux avoir sur la capacité de réussite de l'équipe, du machin, etc., il peut se passer tellement de choses que ce soit sur l'équipe elle-même, sur la capacité d'exécution, sur le produit, sur le marché, sur le contexte économique. Bon, il y a toujours plein de raisons qui font que la boîte, à un moment, elle peut aller au tapis. Et donc, il t'en faut plusieurs. Et un ticket dans une boîte, c'est 20 000, 30 000, 50 000. C'est pas 2 000 euros. Et donc, tu veux mettre 10 tickets, bah, et tout de suite, il te faut 300, 500 000 euros. Et donc, c'est compliqué. C'est pas donné à Alors, tout le monde. pour autant, avec le Blast Club, non, en Alors, théorie, tu peux commencer à 1000. exactement. C'est avec le Blast Club, tu as tout à fait la possibilité de commencer un investissement à partir de 1000 euros. Et donc, c'est pour ça que ça permet à tout Mm. investisseur qui n'est pas professionnel ou qui n'a pas un moyen important, en fait, des moyens importants. Et puis, la différence, encore une fois, c'est ce fameux deal flow. C'est-à-dire que là, avec la qualité des deals que l'on sélectionne, eh bien, j'espère bien battre les statistiques dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si sur 10, on en a une ou deux qui ont des super multiples, là, c'est possible. Et puis ensuite, peut-être la moitié qui va se planter. Enfin bon, c'est très, très difficile. Je ne veux pas faire de prédictions parce que les performances passées, le futur, tout ça. Enfin, mais le choix des startups joue un rôle très important. Et c'est pour ça que plus tu as un deal flow de qualité, plus les Mm. retours peuvent être intéressants. Et c'est de toute façon là la proposition de valeur du Blast Club sur lesquels il va falloir avec Anthony qu'on travaille d'arrache-pied pour pouvoir amener et continuer d'amener, c'est la qualité des deals. Le jour Ouais, où les deals du Blast Club sont les mêmes deals que ceux qu'on retrouve sur les autres plateformes sur les plateformes de lambda. financement Ouais. participatif, etc., bah les membres, ils viendront plus. Ça ne marchera Non. pas. Et donc là, on a un véritable enjeu de proposer les meilleurs deals. Et donc c'est là où on va vraiment, on travaille d'arrache-pied avec Anthony pour pouvoir le faire parce que on met aussi notre crédibilité en jeu. Et... J'ai j'ai essayé de faire un peu les calculs dans ma tête. Grosso modo, quand ailleurs, enfin, j'allais dire quand avant, non, c'est pas le monde d'avant, c'est le monde d'aujourd'hui, mais en dehors du Blast Club, le ticket minimum c'est 20 000. Qu'on va dire qu'il faut essayer de faire peut-être 10 deals à 20 000, ça fait déjà 200 000, et que ces 200 000 doivent représenter peut-être, allez, pour simplifier mes calculs, 10% de ton Ouais, patrimoine, ça fait qu'on parle de gens qui ont pour 2 2 millions. millions Ouais, en pour jouer. Quoi. patrimoine, voire même en En liquidité. liquidité, 2 millions pour jouer en théorie. Alors après, il y en a Ouais, qui vont peut-être avoir une appétence au risque plus importante et pour des raisons aussi peut-être émotionnelles ou de principe, vont se dire je veux investir dans l'économie et donc si j'ai 500 000, j'en mets la moitié dans les startups. Hein, donc ça existe aussi. Mais c'est vrai qu'il faut déjà des montants conséquents parce que quand tu dis 20 000 en ticket, enfin c'est petit. Hein, c'est tu vois. petit, 20 Ouais, 000, ouais, ouais. ouais, ouais. Je veux dire, Et non, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point, effectivement, c'est pas du tout démocratique bah non, et en plus les vrais le deals, private les equity. bons deals, les deals sur lesquels il y a du monde, tu mets pas 20 000, ça n'existe pas. Non. Parce que les fondateurs, ils ont pas envie d'avoir une cap table avec 50 personnes, ils vont pouvoir choisir leurs investisseurs et donc ils vont pas accéder. Enfin, Mais ça veut dire que les gens qui viennent à vous,
c'est aussi des profils de gens qui sont prêts justement à avoir là, une cap table, c'est Alors non, tous les parce investisseurs, que en fait, grosso modo. il y a un SPV, c'est-à-dire que c'est Blast qui va investir un gros ticket via les membres, et les membres sont tous réunis dans une seule entité qui, elle, va investir. Donc du point Ok, de vue de la boîte, c'est comme si Blast Club, enfin, est un fonds d'investissement et a au board une personne. Par exemple, sur les deals que je vais apporter, c'est moi qui vais être au board. J'investis aussi bien évidemment aux côtés des membres, donc c'est pas gratuit, hein. Quand j'apporte un deal, j'investis aussi à titre personnel, hein, je m'implique dedans. Et du point de vue de l'entrepreneur en fait et de la boîte, c'est comme si on était un fonds d'investissement. Après, je dirais la seule différence pour eux, c'est que lorsqu'ils vont pitcher l'entreprise, ils vont devoir aussi faire des séances de questions-réponses avec les ouais. membres. Il va y avoir un Discord sur lequel on va leur demander de venir de temps en temps pour pouvoir présenter les Hmm. résultats. Donc voilà, ça demande un retour et une communication, alors qui reste maîtrisée, bien sûr, hein. L'idée, c'est pas de demander aux fondateurs de passer leur temps à discuter avec les membres. Voilà, c'est ça la différence, en fait. Après, le reste, c'est comme Ouais. un fonds d'investissement. Mais en vrai, on a l'impression. Enfin, tu vois, si tu continues l'analyse des chiffres et tu te dis, attends, donc la personne qui investit 1000, elle fait 10 deals. Ça fait 10 000, ça veut dire qu'il faut quand même avoir 100 000 euros. Ouais, mais concrètement, entre 2 millions et 100 000, bon, c'est Bah, pas c'est tout le autre monde qui a chose. 100 000 en liquidité, mais c'est quand même une vraie démocratisation Ouais, du c'est une private véritable equity. démocratisation. Et puis, je pense il y a forcément des gens qui ont peut-être que 50 ou peut-être 30 et qui mettront 10. Parce que, encore une fois, personne n'applique les principes de précaution dans la vraie vie. Voilà, évidemment qu'il y a des recommandations. Moi, je dis toujours, en crypto, mettez pas plus de 5% de votre patrimoine parce que moi, j'ai pas envie que voilà, moi, je suis pas là pour que les gens, en fait, de toute façon, moi, j'ai rien à vendre et c'est pas mon but qu'ils investissent en crypto. Et donc, quand on me pose la question, je dis toujours ça. Mais j'en connais qui, une fois qu'ils sont convaincus, ils vont mettre beaucoup plus. Parce qu'ils Ouais. se font une conviction, une raison. Et là, je pense que sur l'investissement en start-up, c'est pareil. Même si au fond d'eux, ils savent que c'est risqué et qu'ils ne devraient pas mettre plus que de 5 ou 10%, ils vont se faire une conviction. Ils disent, allez, plutôt que de me taper un voyage avec Bobonne, on va mettre les 10 000 balles sur les startups et on va se faire plaisir. Parce que c'est aussi une expérience, c'est la capacité de Ouais. participer, de discuter, de regarder. Il y a une forme d'adrénaline, Bah il oui, y a un voilà, thrill, tu vois. ça va au-delà. Alors, est-ce que c'est raisonnable de mettre une grosse partie de ces économies dans les startups? Non, parce que c'est risqué et il Ouais. faut pas vendre du rêve, il faut pas raconter n'importe quoi. Mais après, je comprends que des gens veulent aussi vivre une expérience, se faire Hmm. plaisir. Et au-delà de l'investissement, il y a une forme de se faire plaisir, largement plus que d'acheter des actions Airbus. Enfin, où là, Ah oui, ça, je suis franchement, d'accord avec toi. l'adrénaline, bon, elle est Je suis peut-être d'accord là à un avec toi. moment, mais c'est Ouh, pas, j'ai vu mon option d'achat. voilà, c'est Ouh. pas un sujet, c'est pas un sujet de dîner, quoi. Alors Ouais. que là, tu peux dire, ah ouais, j'ai mis 2000 euros dans telle startup, gna gna gna. Enfin, on participe à quelque chose, on a un impact dans l'économie. Il y a quand même un côté émotionnel qu'il faut pas négliger et qui a du Ouais. sens. Et donc, je pense que c'est pour ça que, à mon avis, il y en a qui mettent quand même peut-être dans des startups, alors qu'en théorie, d'un point de vue strictement équilibriste en termes de patrimoine, ils ne devraient pas le faire. Ouais. Tu vois, moi, je fais beaucoup d'immobilier. Et du coup, alors, tant que j'ai un levier bancaire et que je peux emprunter, c'est vrai que moi, je vais à fond dans l'immobilier. Du coup, quand même, comme on a eu beaucoup de dépassements de travaux, que maintenant la conjoncture fait qu'on doit mettre des apports et qu'on ne peut plus tout emprunter à la banque, bah, effectivement, toutes mes liquidités sont réservées, entre guillemets, pour l'immobilier. Et je me suis bien rendu compte que, tu vois, moi, mon seuil symbolique, c'est si j'ai pas 100 000 euros de liquidité, je ne vais pas en private equity, tu vois. Donc, moi, je fais plutôt partie des gens qui sont raisonnables sur ça parce que, du coup, tu vois, bah, tes statistiques sont encore moins bonnes que les miennes. Donc, je me Ouais, ouais, dis, non, mais parce il que faut toi, que en je la fait, joue raisonnable, je quoi. pense que t'as une construction très claire de ce que tu Ah veux, ouais, de ton risque, etc. Et tout le monde n'a pas ça. C'est-à-dire que, ouais, ouais, tout à fait. il y en a plein, à la fin, c'est assez émotionnel. Même s'ils savent qu'ils ne devraient Hmm. pas le faire comme ça, ils vont prendre des décisions basées sur l'émotion. Peut-être un jour, ils vont se dire, ah ouais, j'ai vu l'or monte. Bon, bah, ils vont pas mettre 5%. S'ils ont 20 000 balles en liquidité et qu'ils croient en l'or parce qu'ils se disent, machin, ça va tout péter, ils vont peut-être mettre 10 000 balles. Voilà, parce Hmm. qu'en fait, on a tendance à raisonner comme ça, on se fait des convictions, on y va. Après, est-ce qu'il faut condamner? Non, parce que bon, voilà, on est tous humains et on n'est pas des machines à calculer.
Mais c'est vrai que oui, faut jamais oublier que qu'il y a du risque. Voilà. Ouais, Non, je pense que c'est plus tu vois, c'est plus de ta part et de la mienne une posture de responsabilité dans notre discours. ouais, non, mais complètement, il faut être Parce qu'il y a responsable. des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui m'écoutent, moins que toi, mais il y a des gens qui, qui m'écoutent. Et du coup, tu vois, c'est vrai qu'on est obligé aussi d'avoir ce Non, non, discours. mais évidemment, Les faits sont ouais, ceux-là. ouais, ouais, Il y a, si on a déjà un investissement sur 10 qui fait un multiple de x 10, on a gagné en gros. Mais tu exactement, vois, moi, ouais. si je mets 10 000 sur 10 deals et qu'il y en a un sur lequel j'ai mis 1000 et qui fait que x 10, bah, et que les autres plantent, bah en fait, j'ai rien gagné, tu vois. Non, mais c'est sûr, Sauf l'expérience, j'ai t'auras gagné en expérience. l'expérience et t'auras eu un peu le roller coaster Ouais. et c'est vrai Donc en que fait, il faut qu'il fasse plus de x 10 pour que ça justifie ouais, tout à fait. mon Et bon, investissement, tu vois. je pense que ça a quand même tendance à faire plus que x10. C'est-à-dire que si quelque chose marche, en général, ça peut faire x20, x30. Enfin, c'est Hmm, pas impossible. Bon, tout à fait. maintenant, c'est vrai que ouais, la responsabilité nous oblige de dire que c'est risqué et qu'il faut y aller en connaissance de cause. Voilà, il faut Ouais. savoir que c'est risqué, qu'il peut y avoir une perte totale du capital et que vous pouvez mettre 10 000 euros et perdre les 10 000 euros. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est Juste c'est sûr. pour info, il y a combien de deals qui arrivent jusqu'au Blast Club? Tu vois, sur 100 que tu reçois, il y en a combien qui sont présentés aux membres? Alors, par rapport à moi, tu veux dire, parce que en fait, pour ce qui est du Blast Club en interne, je ne sais pas, j'ai pas les Ouais, stats. ouais, ouais. Donc toi, en Moi, fait, ce qui est sur certain, ton c'est que, historique à peu près. alors, bon, l'historique n'est pas encore très élevé, mais je pense que je reçois facile 100, 150 deals par mois Mhm. en période calme. Ça peut monter lorsqu'il y a des périodes un peu plus propices, notamment diffusion de qui peut être mon La associé, diffusion, etc. ouais. Oui. Et je pense que je vais en présenter un par mois maximum, si vraiment c'est bien. Ah ouais. Donc je pense qu'il y en a un sur 100 et un sur 200 en fait en réalité, je pense. Donc il y a vraiment une sélection drastique parce que on, on prend vraiment que la crème de la crème. C'est sûr sur lesquels moi je suis prêt à m'investir à la fois financièrement mais aussi en temps. Hmm. Et donc la sélection elle est rude. Après ça ne veut pas dire que ça va marcher encore une fois, mais non la sélection est rude. Il y en a peu et je préfère en faire moins que trop ou de me dire bon allez faut que je fasse un deal ce mois-ci, tiens je vais prendre ça, c'est pas grave. Non non non, je préfère. Et je suis assez curieuse de savoir, toi, j'imagine que la première phase de sélection, c'est un pitch. Enfin, tu regardes un deck ou quelque chose Ouais comme alors ça, tu dis bien yes ou sûr no. c'est ça, je regarde le deck etc. Et je pense qu'il y en a, j'en garde 10% pour faire un call à Ok. peu près. Puis ensuite 1 sur 10, voilà, s'il y en avait 100, il y en a peut-être 10 avec qui j'ai un échange. Et puis à la fin il en reste un ou zéro quoi. Enfin voilà. C'est quoi ta thèse d'investissement? Alors ma thèse d'investissement, elle est quand même beaucoup autour du hardware, c'est-à-dire que Ouais. j'estime avoir une capacité de pouvoir aider dans ce domaine, hardware, industrialisation, de pouvoir comprendre en tout cas les tenants et les aboutissants et donc pouvoir bien analyser un deck à sa juste valeur et voir les problématiques qui sont liées en fait aux hypothèses de coût, parce que les Hmm. fondateurs ont souvent des tendances à minimiser de manière Ouais. assez épouvantable les coûts et les emmerdes qui peuvent arriver. Donc tout ce qui est hardware a quand même en fait ma priorité. Et puis après, évidemment, tout ce qui va être Web3, crypto, sur lesquels j'ai une expertise qui me permet de me positionner. Mais je fais quand même très peu de deals Web3 parce que je suis encore plus pointilleux sur le Web3. C'est-à-dire que je fais quand même plus de deals hardware, deep tech aussi. Hein, par exemple, dès qu'il y a un aspect tech très important, ça va m'intéresser. Et ce que je fais pas du tout, c'est santé, bien-être, tout ça. Ça, je regarde pas. Hmm. Les montants minimum que t'investis, montant minimum maximum. Alors, avec le Blast, je pense que c'est 2-3 millions. Et Ouais. vraiment pour des gros deals, hein, et après, c'est peut-être Ouais. plutôt 1 million. Hein. Mais ensuite, moi, enfin, en dehors de moi, mon plus gros ticket que j'ai fait à titre personnel, donc c'est 1,2 million. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour toi? Tu vois, l'espérance de retour sur investissement, tu vois, le ROI que t'en attends. Si une boîte, grosso modo, tu vois que, je sais pas, la profondeur de marché ou le truc a pas plus de chances de... Si déjà, si tu fais un x3, c'est énorme. Est-ce que un x3, ça t'intéresse ou non? Alors ça Grosso modo, dépend. tu... Je peux rentrer en me disant, je peux faire
je l'ai déjà fait en disant, je pense que je peux faire un x5 de manière assez avec peu de risques. Donc ça, oui, ça je peux Ouais, le faire. Mais c'est assez rare de voir des deals comme ça. Où... Après, c'est plus des deals qui sont un peu plus late stage. Et là, je suis moins équipé pour le faire parce que il y a des deals qui souhaitent en série B, ils ont déjà bien prouvé, ils ont besoin d'accélérer, mais là, ils vont lever 20 millions et moi, j'ai rien à faire ouais. là-dedans parce que j'ai pas les capacités pour le faire. Et là, on n'attend pas de faire x30. Enfin, on se dit, tiens, je peux faire x5 et je serai content. Et alors après, évidemment, il y en a des boîtes comme Ledger qui lèvent sur des valos, qui ont levé sur des valos à, à Ah 50, oui, 60 millions au début, ouais. et le but c'était de faire x50, donc tout peut arriver. Mais en général, je vais aller sur des deals. Il ne faut pas forcément que j'ai la conviction que ça devienne une licorne ou que ça fasse un truc énorme, parce que sinon c'est trop réducteur. On ne peut pas juste se dire licorne, pas licorne, parce que des fois il y a quand même des très bons deals qui peuvent facilement faire des exits à 100, 200 millions si tout se passe bien. Et donc, tu vas pas faire, tu vois, je me dis pas, il faut que je fasse x 1000, parce que sinon, j'en ferai aucun. Donc, et c'est pas tellement, je pense, alors on va regarder les capacités d'exit, qui peut racheter, comment, machin. Donc, c'est intéressant d'avoir ce type de discussion, mais vraiment, ça va être basé sur, avant tout, sur la capacité d'exécution. Il faut évidemment que j'ai une conviction sur le marché et me dire, mais je ne me dis pas, tiens, x20, non, je veux x50. Ça, je n'ai jamais fait ce genre de Ok. calcul. C'est, faut que j'ai la conviction sur le marché et me dire, ouais, bon, ça peut grossir suffisamment sans forcément mettre un multiple particulier parce que c'est un exercice très difficile. Mais surtout, je vais être convaincu par l'équipe fondatrice. Est-ce que ça t'arrive de faire des deals un peu plus, pas pro bono, mais on va dire où tu valorises plus le sens Oui, ah, bien sûr, mais qu'il y a sur la boîte et que tu en attends moins de retour je les réserve à à qui veut être l'émission? mon associé. Oui, bien sûr. Ok. Donc, quand je fais un deal avec Frédéric Douin, qui est un libraire qui veut Ah ouais, sauver des extraordinaire livres cette et faire des histoire. choses. Donc là, il y a une partie émotionnelle, évidemment, qui va jouer. Et pour autant, à la fin, c'est pas un mauvais business. C'est-à-dire que je pense que les capacités d'exit sont limitées parce que c'est un libraire et c'est pas, il n'y a pas de liquidité. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut Hmm. revendre facilement. Par contre, le business, il est sain, il est rentable. C'est-à-dire que c'est pas, donc c'est pas, à la fin, c'est pas un investissement qui est complètement ridicule. Donc parfois, il peut y avoir de l'émotion, mais c'est pas pour autant que je me dis en même temps, l'argent, je le jette à la poubelle. Jamais je me suis dit ça. J'ai déjà fait des investissements motivés, en fait, poussés par un côté émotionnel qui est là et que voilà, que je vais pas repousser, que je vais pas ignorer, mais en même temps je me dis, bon, non, ça peut marcher. En tout cas, j'y crois. Je ne le fais pas à reculons. Ou alors, je fais comme j'ai fait avec les deux filles qui avaient en saison 3, elles avaient leur petite start-up de biscuits. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes super, Hmm. etc., mais je vous paye vos Financer les... études. Voilà. Ouais. Parce que là, par contre, je voulais pas mettre dans la boîte parce que j'y croyais pas. Mais elles méritaient d'être aidées. Et donc, j'ai trouvé cette manière, en fait, différente de les aider. Parce que bien sûr qu'il y avait le côté émotion et le côté un peu empathique, mais pour le coup, là, je l'ai fait différemment parce que je croyais pas au business. T'as déjà eu affaire à des gens de ton entourage qui te sollicitaient pour des financements de projets? Non, parce que Entourage proche? j'ai pas d'entourage, donc j'ai jamais eu ce problème. Ok, d'accord. Non, moi, Euh, voilà, j'ai très peu d'amis, très peu d'entourage, donc non, ça c'est une chance. J'avais envie qu'on parle un peu de la conjoncture actuelle. Euh, Taux d'intérêt élevé, du coup peut-être c'est moins intéressant pour les boîtes qui peuvent lever de la dette. Euh, Quel impact selon toi ça a sur justement tes investissements ou les boîtes que tu finances? Parce que j'imagine que peut-être contrairement à d'autres types de startups, peut-être que toi, dans ton deal flow, tu as des boîtes qui normalement sont susceptibles de pouvoir peut-être lever de la dette ou est-ce que je me fourvoie? Non, alors lever de la dette, c'est quand même assez rare en startup, alors peut-être plus sur certains types de boîtes industrielles ou hardware qui peuvent financer une partie de leur BOM, c'est-à-dire en fait des coûts de machines, etc., de matières Ouais. premières pour fabriquer. Donc ça, il peut y avoir un impact, on va dire, négatif, mais à la fin, bon, ça coûte plus cher, mais c'est toujours possible de lever de la dette. L'augmentation des taux d'intérêt,
a eu un impact, je pense, dramatique sur l'économie des startups en général. Parce que déjà, ça a asséché beaucoup les investissements sur tout ce qui va être tech, parce que d'une manière générale, quand les taux d'intérêt sont remontés, bah, les investisseurs ont pris toute leur liquidité, ont pris leurs profits et ont remis ensuite sur bah, des choses quand même beaucoup plus sûres, hein, avec des taux enfin, qui ramènent beaucoup d'argent. Donc ça a asséché quand même pas mal de poches. Ça a augmenté beaucoup. Excuse-moi, je te coupe. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, pour des rendements qui sont intéressants, on prend moins de risques maintenant. Bah ouais, tu vois, si tu as un... Voilà, en fait, voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'avant, il fallait aller chercher Bah oui. des produits beaucoup plus risqués pour avoir un peu de rendement. Et aujourd'hui, on a du rendement beaucoup plus Enfin, facilement sur aujourd'hui, des on peut avoir produits du moins risqués. 4,5, du 5%, enfin, c'est pas Sans impossible. risque, oui. Et donc, pourquoi aller s'embêter, quoi? Enfin, à la limite, je veux Hmm. dire, pourquoi aller chercher des trucs et donc, forcément, ça fait des liquidités en moins qui sont disponibles pour l'investissement. Et puis, après, l'augmentation des taux d'intérêt fait qu'il y a pas mal aussi de taux d'emprunt qui ont augmenté parce que souvent, c'était indexé sur l'Euribor et autres parce qu'ils étaient très bas. Donc, c'était pas forcément des montants fixes. Et on est arrivé à un moment où toutes les boîtes devaient rembourser en même temps les PGE, les machins. Enfin, Oui. il y a eu une espèce de crunch qui a fait que beaucoup de boîtes là sont en train de boire la tasse et de crever. Je pense qu'actuellement, le nombre de boîtes qui sont en conciliation, qui sont en jugement, qui essayent de protéger leur trésorerie, qui essayent de se reconstruire, il y en a plein, plein, plein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de lignes dans mon portefeuille qui sont en train de se battre pour leur survie. Donc c'est très difficile en ce moment pour les startups. Et justement, alors, toi, c'est un peu différent parce que si tu investis dans l'industrie, le hardware, peut-être que tu n'attends pas de tes founders qu'ils aient déjà vendu, tu vois, qu'ils aient déjà fait leur product market fit ou qu'ils aient déjà prouvé ou qu'ils aient déjà généré beaucoup de chiffre d'affaires. Mais est-ce que tu penses que ça rend aussi les investisseurs plus exigeants sur les niveaux auxquels sont en gros, on peut plus lever sur un deck, ce qui pouvait encore arriver il y a quelques années quand effectivement il y avait Ouais, presque trop d'investisseurs pour le nombre de et startups. surtout, je pense qu'on peut plus lever avec la promesse en fait d'un achat de croissance et de cavalcade. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de levées qui sont faites en mode je lève beaucoup d'argent, avec cet argent je crame l'argent pour acheter de la croissance en digital marketing. En fait, en gros, j'en balance plein d'argent à Facebook, Google, etc. Et donc j'achète de la croissance à tout prix, ce qui me permet de financer ma prochaine levée, etc., etc. Et ça marche plus. Et aujourd'hui, je pense que les investisseurs sont revenus à des business models, des cash flows beaucoup plus conservateurs et vont rechercher des boîtes qui vont atteindre l'équilibre à 1 an, 18 mois. Hmm, Et pas des boîtes qui vont dépenser énormément en mode, pas forcément en R&D, hein, mais en acquisition. En ouais. fait, les modèles en fait, de croissance infinie à l'achat, comme la livraison de bouffe à domicile, enfin, ça peut plus marcher aujourd'hui. Je pense que là, ils ont dépensé des centaines de millions en levant des fonds pour essayer de subventionner en fait les business, parce qu'à la fin, ça coûte trop cher et c'est pas possible. Sans l'argent des VC, en fait, on peut pas livrer à domicile à 1 euro. Ouais. Donc voilà, il y a plein, je pense, de modèles qui sont plus valables aujourd'hui parce qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, ben, on peut plus faire ce genre de financement et on en revient à une volonté de voir des deals quand même beaucoup plus solides avec une rentabilité à court terme, À court avec une terme, ouais. gestion du cash la philosophie d'investissement là-dessus a évolué. En tout cas, on regarde plus les deals de la même façon, ça c'est certain. Est-ce que toi, t'as de la dette dans ton... Est-ce que toi, t'as levé de la dette sur... Chez Ledger, alors, t'es plus... par Ouais, exemple. t'es plus opérationnel chez Ledger, mais... Alors bien sûr que Ledger a levé de la dette, évidemment. Donc dès que tu peux prendre de l'argent, tu vas le chercher. Et quand Ledger a des volumes d'affaires importants, bon bah on est une boîte hardware, donc on doit financer on doit Hmm, financer en fait enfin, du fonds de roulement pour acheter des puces, du matériel, tout un tas de choses. Donc sur des dizaines et dizaines de millions. Donc bien sûr qu'on fait de la dette sur des montants importants parce que c'est important de préserver la trésorerie et pas d'utiliser la trésorerie pour ce genre de choses en tout cas. Donc pour pouvoir se garder des capacités d'investissement sur des domaines de R&D, mais ça n'a pas de sens pour une boîte comme Ledger de balancer 30 millions d'euros pour aller acheter des composants électroniques. Ça, il faut se les faire financer.
Donc oui, on fait de la dette. Mais c'est vraiment dans cet esprit-là. Ledger a subi la crise, c'est quoi, c'est 2022, la crise des Ah, bien cryptoactifs, et sûr. puis après, et en ce moment, avec euh, les, les difficultés, on va dire, du secteur bancaire, est-ce que au contraire, c'est une phase qui est beaucoup plus favorable, j'imagine, à Ledger? Alors, d'une manière générale, Ledger est aligné sur la santé en fait du marché des cryptoactifs. Quand ça monte, ça monte. Quand ça baisse, ça baisse. Et quand le marché est en baisse, tu as beau faire ce que tu veux en matière de produits, ça bougera pas, tout le monde s'en fout. Donc Hmm. il y a cette espèce de vérité, de chape de plomb. Euh, Ensuite, il y a eu quelques éléments qui viennent montrer l'inverse de ce que je viens de dire, parce que notamment quand il y a eu des gros problèmes sur les marchés crypto avec FTX, Ouais, la chute de FTX, une grande plateforme centralisée, Ledger a pu tirer son épingle du jeu et a fait des ventes records parce que les gens ont compris que la proposition de valeur de Ledger, qui est de garder ses clés, avait, enfin, était encore garder plus ses actifs importante. sur Voilà. clé, ouais. Donc du coup, on a là eu une croissance alors que le marché était en berne, mais d'une manière générale, quand on est en bear market, Ledger aussi est en bear market. Hmm. Actuellement, il y a un petit peu des soubresauts crypto, ça monte. Quand les banques s'écroulent aux États-Unis, bah, la crypto, enfin le Bitcoin va monter, ça va forcément mettre un coup de projecteur et donc on va se remettre à vendre plus. Donc oui, on subit en fait le marché et ça c'est une des grandes difficultés de ce marché cryptoactif sur lequel Ledger se trouve ou CoinHouse se trouve, une autre de mes boîtes, c'est que on est obligé de subir en fait les hausses et les baisses et c'est très difficile en fait de prévoir d'avoir un business plan qui tienne la route parce Ouais, que les éléments macroéconomiques vont complètement oblitérer de toute façon, dans un ouais. sens ou dans un C'est autre, un tout effort que l'on pourrait faire. marché très conjoncturel, qui est difficile à anticiper. J'avais des questions, je me suis rendu compte que je suis passée au travers, et en même temps j'ai vraiment envie d'avoir ton avis Ouais, là-dessus. Un sujet dont on parle peu, le salaire des founders, le salaire des fondateurs. ouais, Euh, alors, tu as l'expérience d'être et d'avoir été ouais, des deux côtés de la barrière, ouais. entrepreneur, voilà. Et il y a aussi les founders que tu accompagnes. Il y a au moment où tu rentres, et puis après, il y a comment ça évolue. Euh, les... Comment ça se passe? Est-ce que les founders discutent de leur salaire? Est-ce que toi, tu regardes à un moment donné la ligne sur Ah, bien sûr. sur le BP, tu dis, ok, ah là, il abuse un petit peu, on va peut-être avoir une discussion là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est un sujet de discussion important? Est-ce que tu trouves que les founders en général sont plutôt raisonnables, ou grosso modo, il y a des velléités de vouloir se payer plus en rémunération que sur un futur exit? En général, les founders sont assez raisonnables, donc ils se mettent souvent des salaires qui sont en dessous du marché. Après, tout dépend des situations, de l'âge, de la seniorité, Et de ouais, beaucoup tout à d'éléments. fait. Mais d'une manière générale, ils sont assez raisonnables. S'ils peuvent rester au chômage le plus longtemps possible, ils vont rester au chômage. Ouais, Donc ils vont toujours trouver des solutions qui vont être bénéficiaires à l'entreprise. à l'entreprise. Donc là-dessus, ça, c'est quelque chose qui est clair. Après, il y a des moments où on peut se dire, attends, là, le salaire qui est dans le BP, il est un peu élevé, et on va discuter. D'une manière générale, pour une boîte qui lève quand même pas mal, enfin, de l'argent, donc il y a quand même les moyens, qui est sur un business qui commence un peu à faire des revenus, mais c'est pas non plus la folie. On essaye de pas dépasser 100K, 100 kilos, enfin 100 000 euros coût Ouais. entreprise par founder par an. Donc Ah oui, c'est un peu coût ça. entreprise. Coût entreprise, ouais, ouais, tout à fait. Sachant que c'est souvent des SAS, ça Oui, veut oui, c'est dire ça. que C'est donc c'est à la fin. 50 000, Ouais, en net, c'est ça. Ça va faire aller entre jusqu'à 50 et entre 60 50 et sur le... 60. Donc ça va faire 5 000 € net par mois. Même Donc pas, c'est moins que ça, Eric. ouais, 4-5 000. Faut voir. Parce que ça Ouais, dépend ouais, aussi, parce ouais. que des fois, elle est JEI, donc elle a pas moins de charges. Ah oui, oui, ok, Donc d'accord. bon, Parce que moi, je pars sur 80-85 sur le SAS, mais effectivement, s'ils ont un statut particulier, ouais, ouais, il y ouais, a le ok. statut particulier, il y a jeune entreprise innovante. Voilà, ça donne un ordre d'idée. Mais déjà, pour pouvoir être payé comme ça, il faut lever pas mal d'argent et il faut que la boîte Ouais. ramasse un petit peu. Et ensuite, le salaire est fixé par ce qu'on appelle le comité de rémunération. Chaque année, le board se réunit, le conseil d'administration se réunit et il y a un comité spécial qui décide du salaire des dirigeants. Hmm. Et bien sûr, une partie, on essaie de mettre
en pratique une grosse partie en bonus qui va être alignée avec les résultats du BP. Donc de toute façon, le but c'est Donc là, tu que parles pas d'une boîte qui a levé 1 million, parce que, imagine, il y a 2 ou 3 founders, 100 000 chargés, ça fait déjà 300 300 000 000. pour tes Non, founders mais sur une oui, boîte oui, qui a oui. levé 1 Non, million. non, là je parle d'une boîte qui Clairement, lève non plus mais pour si, ça. C'est voilà, on parle d'une boîte qui lève peut-être près de 5, tu vois, entre ouais, 3 et qui 5 lève un millions, montant effectivement conséquent et et puis qui a aussi des qui a des revenus. revenus exactement. Ok, Sinon, une boîte en fait qui démarre et qui va lever 500 000 ou machin, le founder, bah, il va pas se payer, hein. Ou alors il va se payer le SMIC. Voilà. Enfin, ouais, ouais. donc ce qui est sûr, c'est il pourra pas se mettre 100 000 en coût annuel et non, ça marchera pas. Euh, Il lèvera pas, en tout cas, bah, ça va être compliqué. il perd un peu de crédit, quoi. Ouais, disons qu'il va, si c'est pas aligné avec le BP ou euh, après il n'y a pas de problème si les résultats sont là, qu'il peut, enfin je veux dire, c'est le but c'est que les founders se payent, et que tout le monde soit content, il y a pas de souci parce que de toute manière on n'attend pas des dividendes, donc c'est pas le sujet. Mais il faut quand même que ce soit raccord avec les capacités financières de la boîte. Et donc dans la plupart des petites startups qui démarrent et qui lèvent 300 000 balles, enfin les founders se payent pas. Ils n'ont pas les moyens de se payer. Et réussir à se payer et à prendre un SMIC, ça va être le premier objectif. Donc Ouais. on part vraiment au début, la réponse c'est zéro. Et souvent, en fait, bah, c'est Pôle emploi qui va payer. Notre, comme j'aime bien dire, les Américains ils ont Steve Jobs, nous on a Pôle emploi. Et ça, c'est vraiment super utile pour les startups. Ouais. C'est marrant parce que à la fois l'entrepreneuriat c'est probablement un des leviers les plus puissants pour gagner plus que ce qu'on gagnerait en étant salarié, et en même temps c'est pas non plus la voie, voilà, parce que en tout cas Ah, faut pas être c'est- entrepreneur pour devenir riche. Enfin, c'est pas possible. Enfin, en tout non. cas, ça peut pas être le moteur. Tu peux pas te lever tous les matins et dire je vais devenir riche, je vais devenir riche, je suis entrepreneur, je vais devenir riche. Tu tiendras pas. Ça marchera pas. C'est pas possible. Je veux dire, bien sûr que la richesse va être la conséquence heureuse du travail. Et évidemment que dans un coin de ta tête, tu dis que tu fais ça parce que tu as envie que la boîte elle marche et que ce vienne une licorne et que voilà et que oui, il y ait de la richesse. Mais ça peut pas être ça l'obsession. Il va falloir accepter de travailler des années pour rien. Euh, Ouais, c'est ça. et si tu le fais juste pour l'argent, ben en fait, tu craqueras avant. Si tu veux devenir riche, il y a d'autres métiers. Tu deviens banquier, tu vois, tu deviens trader, tu vois, mais c'est pas la même chose, quoi. Merci Eric. Merci. Non, alors attends, parce que j'avais noté quelques non, grosso modo, si. Ah si, j'ai une super question pour terminer. Très bien. Pareil, je t'ai entendu dire quelque part euh, que tout cet argent que tu avais gagné en travaillant, Ouais. tu ne souhaitais pas nécessairement le transmettre à tes enfants. C'est exact. C'est une- J'ai Je expliqué trouve à que c'est une mes. bonne manière de conclure cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la philosophie derrière cette décision? Ouais, alors j'ai expliqué à mes enfants qui ont bon 10, 13, 14, donc qui sont en âge de comprendre un petit peu ce Ouais, que ça veut dire, que ils hériteraient pas. Donc ils ont quand même conscience d'être dans un environnement où, où il y a de l'argent, enfin privilégié, des ouais. trucs très privilégiés. Et je manque pas de leur rappeler la chance qu'ils ont et de surtout pas se considérer au-dessus des autres. Moi je sais que je dois une grande partie de ma réussite. Je te Oui, coupe, est-ce que des fois même t'es un petit peu plus dur avec eux que peut-être tu vois un petit peu l'espèce de compensation, c'est ils ont une vie très privilégiée, est-ce que des fois pour leur rappeler que la vie c'est pas si simple? non, 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 je vais ok. pas être plus dur ou je vais essayer souvent de leur rappeler la chance qu'ils ont. Donc, je veux être Hmm, certain qu'ils comprennent en fait que ça, c'est pas la vraie vie de tout le monde et ouais, que les avantages et les privilèges qu'ils ont ne sont en aucun cas la marque d'une supériorité quelconque et qu'ils doivent en aucun cas ouais. jamais se sentir supérieurs à d'autres ou de se moquer de quelqu'un à cause de sa classe ou de son argent, je sais pas quoi. Donc ça c'est sûr, mais par contre voilà, ça s'arrête là. Je vais pas les punir ou les mettre dans des situations terribles à cause de ça. J'ai dit à mes enfants qu'ils n'hériteraient pas de la fortune familiale, et donc ça ils l'ont compris et je leur ai expliqué pourquoi. Parce que je considère que c'est pas faire un cadeau à quelqu'un, à un enfant, de lui donner des millions dès qu'il arrive à la majorité ou lorsqu'il se lance dans la vie, parce que pour moi c'est une recette pour le désastre de
de rien faire, de devenir drogué, je sais pas quoi. Moi, je sais qu'une grande partie de ma réussite vient du fait que j'avais envie de réussir. Encore une fois, pas une vie de devenir riche, mais envie de montrer, de m'élever, de construire, de faire des choses. Et je me rappelle très bien que lorsque j'étais dans ma construction entrepreneuriale, je me disais le pire truc qui puisse m'arriver, c'est gagner au loto. C'est marrant, je me verbalisais vraiment cette pensée. Alors je jouais pas, donc je risquais pas de gagner, mais je me disais, je veux pas qu'il y ait un gros paquet d'argent qui me tombe dessus parce que je sais que ça me tuerait en fait, ça viendrait complètement m'écraser parce que psychologiquement, quoi qu'on dise, s'il y avait cet argent, il serait là et je pense que ça m'aurait perturbé. Et donc je veux pas que la même chose arrive à mes enfants. Alors concrètement, est-ce que je vais les déshériter complètement? Non, ils auront un toit. Si jamais ils ont un projet entrepreneurial ou un vrai projet, je les aiderai, je les financerai. Mais par contre, hors de question que à 18 ans, boum, crédit 3 millions sur leur compte en banque ou je sais pas quoi pour faire ce qu'ils veulent, ça, jamais. Donc il y Tu leur aura paieras leurs études? évidemment, évidemment. Ok. Moi, mes parents m'ont payé mes études enfin, Et ils n'avaient pas une non, non, fortune non, à non, non. six chiffres. Alors, on a toujours eu à manger. Enfin, on n'avait pas de problème particulier. Je pense qu'on était une 9 chiffres, classe quoi. moyenne mais pas du tout non plus. Enfin, on n'avait pas du tout, on n'était pas du tout dans la richesse et les privilèges. Enfin, tout est relatif. Donc, il y en a qui me dira que oui, j'étais privilégié. Donc, ok, j'étais privilégié parce que voilà, j'étais pas à la rue, etc. Mais non, pour les enfants, ils auront. Je sais plus ce que je sais plus ce que je disais, mais Non, mais tu leur financeras leurs études. oui, Le jour où ils se marieront, je leur ils financerai auront leurs peut-être études. Je pense un que peu oui, d'aide, une ils petite auront des petits aide. cadeaux, des choses comme ça. Donc je vais pas les mettre à la rue et leur forcer à avoir la vie la plus dure possible. Je pense que je dois trouver le bon équilibre parce que sinon je pense qu'ils le comprendraient pas non plus. Mais ils n'auront pas une Tesla comme première voiture. Ah non, 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 sûrement pas. Et donc ma fille Une qui petite est Clio en d'occasion, c'est très bien. voilà, et ben déjà ce sera bien. Et ma fille qui est en troisième, elle commence un peu à regarder ce qu'elle veut faire plus tard et elle essaie de se donner des objectifs en fait assez élevés en matière je sais pas, de carrière. Je dis mais pourquoi? Parce que moi je pousse pas mes enfants à faire quoi que ce soit. Tout À ce que je veux, faire c'est qu'ils du... Ouais. soient heureux. Mais donc elle m'explique ah bah non parce que moi j'ai compris que j'aurais rien, donc il faudrait que je gagne ma vie, donc je dois réussir mes études. Donc voilà, ça marche. Déjà, elle s'est trouvé une Très bien. motivation. Donc C'est bien, ma fille. voilà, c'est très bien. Donc ouais, là-dessus, mais ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas le droit en fait de les déshériter. Je n'ai pas le droit. En droit français, on peut pas Ouais. déshériter ses enfants. En tout cas, ils pourraient faire un recours et donc voilà. Donc j'ai pas encore réfléchi de manière très concrète à comment j'allais y procéder, mais en tout cas, d'un point de vue philosophique, c'est déjà enclenché. Tu pourrais mettre tous tes actifs au nom de quelqu'un. Oui, voilà. Épargner Après, un... il y a où je pourrais tout Il y a, donner. il y a un Enfin, joueur de foot il y a pas longtemps où ça fait la... qui aurait... qui vient de divorcer et qui aurait... on se serait rendu compte qu'en fait, il avait mis tous ses biens au nom de sa mère au cas au où. cas où, Et voilà. Non, mais donc, bon, c'est sûr. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais voilà, j'ai pas encore trop il y a une partie réfléchi. de ton argent, il y a une partie de notre argent dont on peut disposer librement. Si tu as 3 enfants, de mémoire, ça doit être 25% de ton patrimoine que tu peux Ouais, c'est ça, disposer exactement. librement. Enfin, voilà, une Et partie, une donc en part. faire don, Voilà. Mais le reste, donc non, en faire don à qui tu veux. j'ai pas le droit même de donner tout. Enfin, il y a quand même des limites à ce qu'on est capable de faire, justement. On peut pas En déshériter France, ouais. complètement ses enfants en France. Donc bon, voilà, on C'est vrai. verra comment je vais gérer ça plus tard, mais Mais voilà. ça, ils le savent pas Voilà. encore. Ouais. Mais maintenant, Ils connaissent pas bien le droit. faut pas qu'ils Non, écoutent cet épisode. exactement. Non, mais en fait, ce que tu dis, il y a deux écoles, mais effectivement, l'idée que trop de confort, finalement, minimise un peu l'envie, la niaque qu'on peut Ah, avoir exactement. à se créer un parcours, voilà, à se créer soi-même, tu vois. Parce qu'effectivement, si ils ont des facilités pour avoir déjà des super stages grâce à papa dans des super boîtes, et puis qu'en fait, voilà, et que ils Ah, c'est sont pas dans la des vraie vie, postes ça. peut-être plus avantageux. Ouais, il faut Exactement, qu'ils voilà, découvrent c'est... la vie dans les conditions normales. Il faut pas leur donner un cheat code parce qu'en fait, c'est pas les aider. Non, non, non. Bon, eh ben, on va rester sur ça aujourd'hui. Ok. Donc effectivement, ton actualité, c'est le Blast Club, Ouais. Donc que tu que je rejoins rejoins là, et incessamment sous peu. exactement. Bah là, c'est en cours et puis
on va proposer aux nouveaux membres de pouvoir rejoindre le club. Donc il y Oui, aura parce que les inscriptions étaient fermées en fait. les inscriptions sont fermées. En fait, il va y avoir ce qu'on appelle un drop vous voilà, de ouais. nouvelles Vous inscriptions acceptez vont pas des arriver. gens Non, tout le temps. non, non, non. Mm. Donc il y aura un drop, une annonce. En fait, la date du drop sera bientôt annoncée. Donc en attendant, il faut s'inscrire sur la liste d'attente. Et après, les ventes, il y a des places limitées et ça part très vite. Voilà, si on regarde les 2 ventes précédentes, en 30 minutes, en 1 heure, tout est Ouais. parti. Donc il y a Ouais. plus d'élus, enfin il y a plus il y a moins de places que d'élus. Oui. Bon, bref, je sais Ouais, pas ce que je dis, mais exactement. C'est très bien, c'est très bien. Donc, vous allez sur blast.club. Vous enregistrez, je sais pas où, il doit y avoir un gros ouais, il y a une bouton liste en haut. d'attente pour s'enregistrer et Voilà. puis Donc, et mettez-vous ensuite, sur la liste d'attente. N'attendez pas, en fait. non, Parce que voilà, du coup, ça va aller sinon, très vite, voilà, effectivement. On fera ça pas va rater aller ce très rendez-vous. vite. Ouais. Non, donc inscrivez-vous sur la liste d'attente. Et puis, si vous étiez déjà inscrit en octobre dernier et que vous avez loupé, bah, a priori, j'imagine vous êtes déjà sur la liste d'attente. Donc, restez à l'affût de vos mails. Grosso modo, ça va intervenir dans les 2-3 prochaines semaines. Je dévoile rien si je dis Ouais, que c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pas. ça va pas s'ouvrir dans 3 mois. Non, 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 c'est à court terme, c'est à court terme. Donc, faut rester à Ok. l'affût à court terme. Voilà, donc inscrivez-vous rapidement sur la liste d'attente. Et en attendant, bah, prenez connaissance, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a un membership à payer déjà pour rentrer dans le Blast Club. Exactement. Ouais. Et ensuite, il y a les tickets que vous mettrez dans les deals. Il y a plusieurs types de membership, si je me rappelle bien, qui donnent des droits différents. Voilà. Ouais, des montants à investir plus ou moins différents en fonction de votre Voilà. capacité d'investissement, tout simplement. Donc voilà, donc pour tout, je crois qu'on a dit pas mal de choses sur le... C'est quoi le montant d'investissement que vise alors, le nombre de deals et le montant d'investissement que vise le Blast Club chaque année ou chaque mois? Alors, c'est une quarantaine de deals par an. Ok. Et après, en montant d'investissement, là, ça dépend pour l'instant, il y a 100 millions d'euros à déployer. Mais voilà, bon, ça va dépendre. C'est vraiment contextuel en fonction des deals. Je pense qu'il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a un montant précis chaque année qui doit être Non, alloué. mais Ouais. ouais. Bah, de toute façon, si on fait 40 deals, ils sont peut-être pas tous à 1 million minimum, mais on va être Oui, entre ça va être. 40 et 60 millions sur l'année, du Ouais, coup. tout à fait. Ouais, c'est Donc, potentiellement. Mais ça, faut demander à Anthony. Je peux pas parler à sa place. ok. Bon, bah, je lui demanderai sur Instagram, ou peut-être que je le réinviterai, on verra. Bah oui. Merci Eric. Bah, merci Delphine. Et toi, tu es super actif sur Instagram, donc on peut te retrouver aussi sur Instagram, Ouais, j'ai sur vu. Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, Voilà. Twitter, partout, je suis partout. Non. C'est toi vraiment? Je me suis demandé si t'as une équipe qui t'aide ou c'est Ah toi non, qui non, je fais tout fais moi-même, je fais tout moi-même. Ouais. toutes les vidéos et Tout, tout? C'est toi qui fais les absolument sous-titres et tout, de A à Z. Dingue! Ouais, parce que j'aime Ok. bien, c'est rigolo, donc bon, j'en fais pas trop non plus, mais j'aime bien, je fais tout Et c'est moi-même. toi qui réponds à tous les messages aussi? Ouais, mais je réponds peu, hein, parce que Ok. j'ai tout mis avec T'en un as trop. CRM, un formulaire de contact, et non, là, je peux pas répondre, je reçois trop, beaucoup trop, donc je réponds pas à Ok, tous les d'accord. messages. Mais si je Bon, réponds, c'est mais en moi. tout S'il cas, y a une réponse, c'est moi, c'est sûr. super. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Eric, et puis à très bientôt À dans le bientôt, Blast Club, du coup. merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est le premier épisode que j'enregistre depuis la naissance de bébé. Et ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ce genre de discussion et aussi de se sentir un peu back in the game, je vous le cache pas. Avant de me quitter, prenez quelques minutes pour écrire ce que vous voulez retenir de cet épisode. Est-ce que vous savez qu'on retient moins de 10% de quelque chose qu'on lit ou qu'on voit ou qu'on écrit, d'un contenu qu'on lit, qu'on voit ou qu'on écrit? Alors, quand vous prenez des notes à la fin d'un épisode, vous augmentez cette probabilité, vous maximisez vos chances de peut-être passer ce pourcentage à 20, 30 ou 50%. Pour ma part, je retiens que j'ai quand même très envie de commencer à investir en private equity et que je le ferai très certainement avec le Blast Club. Dans le cadre du Blast Club, ce ne sera pas encore pour moi ce tour-ci, pour les raisons que j'ai évoquées dans l'épisode, évidemment, mais je croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible. Ça donnera le signal qu'effectivement je suis arrivée à 100 000 € de liquidité personnelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, évidemment, et à prendre aussi le temps d'y mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!